merci d'être venu déjà, hein, à ce meet-up organisé, peut-être première, on l'espère, une série avec Calliope, Ladinzik et A42 ici. Donc, je me présente, je suis Stéphane Herman, tech lead sur France Connect, ancien duo quadragicien, si ça parle toujours. Je vais vous faire déjà un petit retour d'expérience, moi, sur ce qui s'est passé entre 42 et mon arrivée sur France Connect, et même en remontant peut-être un petit peu plus loin, histoire de vous donner un petit retour d'expérience, en fait, sur comment ça s'est passé. Donc, ça va peut-être être chiant, hein. Je vous préviens, je vais faire un peu raconter ma vie, voilà. Et ensuite, on va enchaîner du coup sur chacun des ateliers. Donc, j'aurai avec moi pour m'accompagner Guillaume Harry, qui est Project Owner France Connect, donc le client, le grand patron. Et Gilles Balini de Calliope, lui, en revanche, qui est du coup un dev avec moi, expert technique, comme on dit. Et sans doute aussi tech lead à ces trucs, enfin Ops, avec un peu toutes les casquettes en vérité. Voilà. Du coup, hop, c'est pas celui-là, ça commence bien, voilà. Donc ça, pour vous donner une petite idée, ça s'est passé en 2013, première promotion 42, le jour du dernier examen de la piscine de août, si je ne me trompe pas. Donc pour ceux qui m'ont reconnu, je suis là, avec un petit peu plus de cheveux aussi. Donc voilà, ça a commencé un petit peu comme ça, pour moi en tout cas, 42. Avant ça, je suis quelqu'un qui sort d'un bac S, qui a été en échec scolaire un petit peu durant ma terminale, ma première, voire même ma seconde en fait. Pour vous donner une idée, hein, j'ai beau avoir choisi SPMAT, j'avais à peu près 3 de moyenne en maths, 3,5 en SPMAT, en fin de terminale, ce qui n'était pas terrible. Du coup, derrière, je me suis inscrit de base sur des petits trucs IUT et autres. Ça va sans dire que je me suis un petit peu fait recaler. J'ai quand même eu mon bac, cela dit, hein, mais ça suffisait pas. Et du coup, je suis pas arrivé directement à France Connect. Enfin, déjà à France Connect, oui. Et je suis pas arrivé non plus directement à 42. J'ai fait une première année d'Epitech. Comme peut-être certains d'entre vous, il y en a dans la salle là, qui ont fait déjà un peu d'Epitech. Bon, une personne. Que je connais en plus. Du coup, j'ai fait un an d'Epitech. Ça m'a pas spécialement plu. Alors, je suis arrivé aussi apparemment dans une promo quand même où on venait d'avoir les ordinateurs portables et qui disait ordinateur portable disait taux d'absentéisme un petit peu plus important que les autres années. Et donc, j'ai fini par arrêter. J'ai fait une année de transition où j'ai travaillé un petit peu de mon côté et en partenariat avec un ami sur un bot World of Warcraft, pour la petite anecdote. Full bot, pour ceux qui connaissent peut-être, je sais pas. Derrière, du coup, en 2013, donc cette fois, j'ai pris du coup la décision, vu que j'avais appris que ça existait, d'intégrer la première promotion de 42. Et donc, je me suis présenté en août au concours d'entrée. J'ai fait mes 1 mois à 42. J'ai été accepté à 42. Et c'est comme ça un petit peu que l'aventure a commencé, donc avec la première promotion. Alors, je sais pas s'il y en a là, il y a d'autres anciens de 42, non? Pas spécialement, vous êtes promotion 2000, plutôt 2014, 2015, 2016? Non? Oui, 2017, 2018? 17, 18? D'accord. Ok, donc à l'époque, 42, c'était pas encore autant rodé. Pour vous dire, on a installé les caméras, on a mis les câbles Ethernet un petit peu partout. Et j'ai eu la chance de devenir assistant pédago, du coup. Et donc de participer à la création de certains projets. Il y en a peut-être qui m'ont vu sur la vidéo d'ailleurs du problème des philosophes, pour ceux qui l'ont fait. Peut-être plus du coup les 2017 que les 2018. Si elle n'a pas été refaite d'ici là. Ça a été pour moi du coup aussi un petit peu ce qui a vraiment démarré un petit peu mon plan de carrière. Je me suis beaucoup plu dans ce rôle qui m'a amené à devenir tech lead au final, d'enseigner, de partager les connaissances. C'est ce qu'on va essayer du coup de faire ce soir au travers du coup du projet France Connect.
le but, ça va être pas juste de vous bassiner avec le projet en vous disant voilà, le projet c'est ça, l'infra c'est ça, ça fonctionne comme ça. Ça va être d'essayer de vous donner aussi un petit peu envie derrière, si vous avez des projets perso, si vous avez des envies, et même plus tard, donc dans vos carrières derrière, le retour du coup sur tout ce qui s'est fait. Voilà. Du coup, je vais passer la parole derrière à Guillaume pour vous présenter, hein, puisque c'est quand même un petit peu son projet aussi. Le France Connect, donc au cœur de l'écosystème, retour sur un projet agile de l'État. Merci Stéphane. Du coup, moi, je vais pas me présenter, je vais vraiment présenter que le projet. Et voici déjà l'équipe. Donc, on est une équipe avec plusieurs profils, des profils tech, des profils bizdev, c'est-à-dire c'est ceux qui vont aussi présenter le projet un peu partout pour qu'il soit déployé, pour que les gens l'utilisent, pour que d'autres administrations, comme c'est un outil de l'État, pour que d'autres administrations l'utilisent. Parce que le but, c'est pas de forcer tout le monde à utiliser des outils, mais c'est plutôt de séduire pour que les gens aient envie d'utiliser un outil. Il y a des personnes du support aussi, des personnes qu'on peut contacter quand on a besoin d'aide. Donc on est vraiment une équipe globale assez hétéroclite de 15-20 personnes. Donc, et comme vous pouvez le voir, avec une ambiance quand même assez sympa. C'est du travail, mais dans la bonne humeur. Alors, pour commencer, c'est quoi France Connect? Déjà, je suis sûr que dans votre vie au quotidien, vous utilisez déjà un certain nombre de comptes, ne serait-ce que ici, par exemple, qui a un compte Google, qui a un compte Facebook, qui a un compte LinkedIn, peut-être déjà. Bon, vous voyez déjà, rien que pour ça, vous utilisez 3-4 comptes. Rien que pour vous présenter, pour échanger avec d'autres personnes, vous utilisez 3-4 comptes, donc avec souvent des logins différents. Bon, en général, l'adresse mail, maintenant, ça s'est répandu, mais vous avez des mots de passe différents, avec des politiques de mots de passe différentes. On vous demande aussi quelquefois de changer de mot de passe, et pas au même moment, donc il faut vous rappeler en plus. Eh bien, figurez-vous que dans l'administration, quand vous devez remplir des formulaires, on a la bonne idée de faire du numérique. Maintenant, on se dit on va faire des formulaires en ligne. Et donc, il faut aussi utiliser des comptes pour pouvoir remplir ces formulaires. Et là, des démarches administratives, il y en a beaucoup. À l'heure actuelle, on ne sait même pas combien il y en a dans l'administration des formulaires en ligne. Donc, on essaye de savoir, mais ça implique déjà beaucoup. Rien que pour citer, pour ceux qui payent des impôts, il y a le formulaire des impôts, donc pour faire les déclarations. Ensuite, si vous avez des aides de la CAF, il y a un autre mot de passe pour la CAF. Donc voilà, c'est un constat, c'est que quand vous faites faire des démarches en ligne, vous êtes facilement confronté à une dizaine de mots de passe, une dizaine de logins, et c'est toujours embêtant à se rappeler, surtout que quand on fait une démarche, on n'en fait pas au quotidien, on va plutôt les faire une fois par an, donc on oublie forcément ce mot de passe, on oublie ce qu'on a bien pu mettre. Donc voilà, France Connect, c'est né de ce constat, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas déjà, une première simplification de l'administration numérique, se dire, et si on arrêtait de mettre pour chaque administration, pour chaque formulaire, un login et un mot de passe, et essayer de faire quelque chose de commun. Essayer qu'une fois qu'on s'est authentifié auprès de l'administration, elle nous reconnaisse et qu'on puisse faire toutes nos démarches avec ce même login et ce même password. Et bien c'est ça France Connect. C'est un bouton. Le but, c'est que quand vous arrivez sur un formulaire, sur une démarche administrative, quand vous voyez ce bouton, c'est que vous allez pouvoir utiliser le login, le mot de passe que vous connaissez et habituel. Et pour ça, faut bien que le login il soit enregistré quelque part, il faut bien que quelqu'un vous connaisse, parce que le but aussi, c'est que vous n'ayez pas à ressaisir toutes ces informations sans arrêt, qui vous êtes, donc avec votre nom, votre prénom. Bon, à l'heure actuelle, il y a Chrome qui le fait très bien, qui s'en souvient pour vous. Mais le but, c'est pas que Chrome, c'est pas que les Américains connaissent tout sur vous, c'est plutôt que l'administration qui vous connaît puisse dire aux autres administrations qui vous êtes. Vous n'ayez pas à ressaisir tout le temps toutes ces informations. Donc, on travaille déjà avec les impôts, Amélie, la Poste aussi, qui peut vous créer une identité, c'est-à-dire fournir des informations. Votre postier, il peut vous connaître. Souvent, vous pouvez le croiser, donc il sait qui vous êtes. Donc, il peut vous aider à créer une identité numérique.
On a Mobile Connect et moi, donc utiliser son portable pour s'authentifier, ça peut être sympa comme idée. Et la mutuelle pour le monde agricole. Donc, pour faire un peu plus concret, hop, exactement. Voilà. Non, je fais la démo. Du coup, pour pas faire abstrait, il n'y a rien de mieux que d'aller montrer ce qui se passe. Un site de l'administration, on vous demande de vous connecter. Et là, il y a le joli bouton. On n'est pas à l'abri d'un bel effet démo, donc on va quand même essayer. C'est pas en nous que j'ai pas confiance, c'est plutôt dans tout ce qui ne nous appartient pas. Si vous voulez noter le numéro de téléphone, il n'y a pas de souci, c'est mon téléphone pro, vous n'allez pas m'interrompre, vous n'allez pas pouvoir m'appeler en plein milieu de la nuit. Vous saurez que je ne dois pas y répondre. Donc, ouais. Voilà, c'est mon téléphone. Mon téléphone, j'ai tapé mon numéro de téléphone, et là, c'est mon téléphone qui se réveille et qui demande à taper un code PIN. À l'heure actuelle, ça marche avec Orange parce que c'est Orange qui a fait le pilote. Et c'est justement, alors, authentification réussie, et justement, on travaille avec les autres opérateurs pour dire c'est quand même assez simple, c'est pas mal, donc utilisez-le. Et là, vous voyez. Ouais, vas-y. Plus simple, c'est bon, il marche. Du coup, je ne sais pas si la question était plus générale que ça, à savoir que là, on fait la démo effectivement avec Orange. Après, ça marche très bien. C'est un produit qui est déjà en production depuis un bon petit moment quand même. Ça fait 3-4 ans, c'est ça? Et donc, du coup, tous ceux que vous a présenté effectivement Guillaume de fournisseurs d'identité, effectivement, bien sûr, ça fonctionne avec. Donc, vous pouvez utiliser n'importe lequel. Voilà. Ouais. Exactement. Donc effectivement, là on voit que c'est bien l'administration qui me connaît, c'est pas des informations que vous avez remplies vous-même à la main qui sont plus ou moins fiables, parce qu'on peut faire des erreurs de frappe aussi, et puis on peut raconter ce qu'on veut. Non, là, comme le but c'est quand même de faire des démarches administratives, donc de ne pas faire des fautes et de ne pas faire un faux, et ben, du coup c'est votre vraie identité. C'est une identité numérique, officielle, dans le sens où c'est vraiment une identité reconnue. Donc, je peux continuer. Hop, je me suis authentifié auprès de services publics, donc une démarche administrative. Et là, le miracle, c'est que quand vous faites votre déclaration d'impôt, et évidemment, en général, on l'a fait à 23 h le dernier jour, je le sais très bien, je le fais aussi. C'est le moment où vous avez oublié votre fameux mot de passe. Et bien là, comme j'ai un moyen d'authentification, je me suis connecté. Et là, je dis, je vois le bouton, je me connecte. Ça marche, je suis connecté. Je n'ai pas besoin de me souvenir de mon numéro fiscal. J'ai juste eu besoin de mon téléphone une fois pour m'authentifier. Et après, je peux aller faire mes démarches. Donc, si vous ne vous souvenez pas de votre numéro de sécu, de votre compte fiscal, etc., on essaye quand même de vous simplifier la vie vis-à-vis de vos relations avec l'administration française. Voilà ce que c'est France Connect. Il y a une phase d'enrôlement, mais on ne le fait qu'une fois. Voilà, si vous avez déjà utilisé Amélie, en fait, derrière, ça a créé un compte. Et ce compte, vous pouvez le réutiliser. Là, j'ai utilisé Mobile Connect, mais comme il y avait effectivement Amélie, vous pouvez réutiliser maintenant votre compte Amélie pour faire toutes les autres démarches. Du coup, je reprends. Attention. 1, 2. Vous m'entendez là? Oui, parfait. Comment vous gérez en fait le changement, par exemple, je change mon numéro de téléphone par rapport à l'authentification? Savoir que c'est bien moi, que... Là, du coup, c'est relatif à Mobile Connect et moi. Alors, si vous changez totalement d'opérateur, là, il faudra, par exemple, là, j'ai utilisé, c'est un numéro de téléphone Orange, il faudra vous réinscrire auprès de Bouygues Télécom.
Mais globalement, il y a une identité pour Mobile Connect et moi. Donc, ce qui fait que votre opérateur dira « Ah, au fait, c'est bien lui ». Et hop, la relation se fait à nouveau. Ok, merci. Et sachant aussi d'ailleurs que si vous perdez pour X raison l'accès à votre numéro de téléphone, le but de France Connect, c'est aussi, comme on l'a dit, de fournir une identification par plusieurs moyens. Donc si vous vous rappelez par contre cette fois de votre numéro fiscal ou de votre numéro de sécurité sociale, rien ne vous empêche de passer avec l'un des autres comptes. En fait, du coup, l'application est installée sur votre SIM. Donc, on peut pas, si on usurpe votre numéro, vous n'usurpez pas par contre la SIM complète. Donc, la personne n'aura pas la notification parce qu'il n'y a pas justement l'application qui est installée. En fait, quand vous enrôlez votre carte SIM. Ce n'est pas votre numéro de téléphone que vous enrôlez. Okay. C'est vraiment, ça sert de jeton physique en fait. Et là, après, et on n'est même pas obligé d'utiliser un smartphone. Là, j'ai fait la démonstration parce que c'est sur un smartphone. Mais comme c'est sur la carte SIM, ce n'est pas une application native à utiliser. Donc, c'est vraiment au niveau de la carte SIM. Donc, on est sur des protocoles réseau très basse couche. Okay. Donc, du coup, voilà, vous pouvez faire l'enrôlement et après utiliser un téléphone de ce type-là. Là, je n'ai pas fait la démo parce que je ne fais pas Orange là-dessus, mais voilà, sinon, ça marche. Donc, il faut savoir que c'est en plus une initiative française, mais que du coup, ça commence à se répandre en Europe aussi. Il y a d'autres opérateurs européens qui font ça maintenant. Il me semble qu'en Belgique, ils le font déjà. Il y a la Belgique, il y a l'Espagne, mais du coup, c'est Orange et c'est la France qui l'a inventé. Donc, du coup, dans l'écosystème France Connect, vous avez, vous, en tant qu'utilisateur, France Connect qui se retrouve au milieu. Les fournisseurs de services, c'est-à-dire ce sont les démarches administratives, les formulaires. Donc là, je vous ai montré services publics, les impôts, donc vous avez Amélie. Au total, on en a à l'heure actuelle plus de 400. C'est-à-dire qu'on a aussi des communes, des collectivités territoriales. Donc on a, par exemple, l'inscription à la médiathèque. Parce que qui a une carte de médiathèque et arrive à se souvenir quand il faut aller s'occuper de renouveler un bouquin parce qu'on ne va pas le rendre à l'heure ou aller vérifier où en est l'état de sa carte, de dire je ne connais pas mon numéro de carte de bibliothèque, à peu près normal. Et surtout, en général, quand vous avez oublié de rendre un bouquin, c'est que vous n'êtes pas chez vous et que là, vous n'avez pas votre carte de bibliothèque sous la main. Il y a des villes qui ont déjà mis en œuvre France Connect et qui permettent d'utiliser le bouton, de se connecter via ce système pour aller après travailler sur le site de sa médiathèque. Les fournisseurs d'identité dans l'écosystème, ce sont donc les moyens d'être reconnus. Donc, à l'heure actuelle, il y en a 5. Les impôts, la Poste, Amélie. Donc, on peut se faire créer un compte, comme je le disais tout à l'heure, par son facteur. Et après, être reconnu via la Poste. Mobile Connect, dont j'ai fait la démonstration, et donc la Mutuelle Agricole. À savoir également que dans Amélie, nous avons une partie des étudiants à l'heure actuelle. Donc, les étudiants peuvent utiliser aussi pour faire des démarches administratives. Et nous avons des fournisseurs de données, c'est-à-dire des API qu'il est possible d'interroger, qu'une administration peut interroger pour avoir des informations sur vous, mais avec votre consentement en plus. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment d'offrir plutôt une simplification de toute l'administration française. Donc je ne dirais pas depuis votre naissance, mais à partir du moment où vous avez une vie administrative. Ouais, je vois qu'il y a une question. Vous pouvez finir votre... D'accord. C'est une question sur le slide juste d'avant. Du coup, je termine, puis je reviens à la slide d'avant. Donc, c'est à partir du moment où vous avez commencé à avoir des relations avec l'administration française jusqu'à, en incluant votre retraite. Donc, sinon, tout ce qui est aussi suivi avec la sécurité sociale, la vie étudiante, quand vous avez une voiture pour faire votre carte grise, quand vous obtenez le permis. Essayer de simplifier un peu toutes ces démarches qui peuvent être rébarbatives et pas forcément simples. Voilà, du coup, je reviens sur la slide d'avant. Du coup, est-ce que ça veut dire que, par exemple, en me connectant sur un compte La Poste, si je vais sur un service d'un fournisseur sur lequel j'ai jamais créé de compte, ça va me créer un compte avec les données liées à mon identité, ou il fallait d'abord que j'ai déjà un compte sur ce service et il faut le lier?
Alors, ça dépend des services. Il y a des services qui pensent de manière très simple dès le départ, de dire il n'y a pas besoin de créer un compte dans le service. Du moment qu'on sait authentifier, il sait reprendre les informations et tout va bien. Il y a des services qui ont fait un petit peu plus complexe où vous authentifiez et ils veulent quand même créer un compte en local en fait, pour pouvoir retenir un certain nombre d'informations. C'est notamment le cas pour retenir des préférences après pour vis-à-vis du service. Donc on a plusieurs cas. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin de vous recréer un login et un mot de passe. Ça, c'est sûr. Et du coup, les sociétés qui peuvent devenir des fournisseurs d'identité, c'est ceux où on a un compte qui est forcément lié à notre identité et non pas juste à une adresse email, par exemple? Oui, parce que là, ça a quand même une grosse implication de devenir fournisseur d'identité. Ça veut dire qu'il faut que le service qui va être mis en place pour fournir l'identité mette en place tout un process de vérification de qui vous êtes. Donc, il faut qu'il puisse vérifier votre identité, vérifier par exemple que même si vous donnez votre carte d'identité, vérifier que vous êtes bien la personne qui correspond à la carte d'identité, etc. Donc en fait, c'est vraiment des entités qui sont capables de créer une identité numérique vérifiée et donc valide pour l'administration. Donc quand même, il y a un gros travail derrière. Et ainsi un gros travail technique, puisqu'il faut pouvoir être disponible 24 heures sur 24/7, puisque ça sert justement à faire sa déclaration d'impôt à 23h55 le dernier jour. Ouais. Au lieu d'aller en mairie, est-ce qu'on peut voter directement sur son téléphone, par exemple, pour le prochain président, quelque chose comme ça? Alors, on ne peut pas encore voter. C'est possible. Mais non, on est en train de faire des travaux avec certains de ces fournisseurs d'identité, en fait, pour augmenter aussi le niveau de qualité, le niveau de reconnaissance de l'identité numérique, puisque pour l'instant, vous fournissez une copie, par exemple, enfin, vous scannez votre carte d'identité, mais parce que voter, ça implique normalement une présence physique. On vérifie en plus avec la carte que c'est bien vous, et il y a quelqu'un qui l'atteste, un officier d'état civil. Donc voter, ça veut dire qu'il faut avoir l'équivalence d'un officier d'état civil. Donc là, on part plutôt sur du biométrique et c'est un fournisseur d'identité qui va arriver cette année, qui va permettre de faire de la reconnaissance biométrique. Donc du coup, là, ça va le permettre, mais il faut après passer aussi des gages de sécurité pour le permettre. Donc c'est pas tout de suite, mais au moins faire de la procuration aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Pour ceux qui sont curieux de voir un petit peu à quoi ça peut ressembler, il y a beaucoup de docs en anglais puisque c'est une directive européenne qu'on applique et ça s'appelle la directive du coup EIDAS, donc EIDAS, et vous verrez qu'il y a plusieurs niveaux, du coup faible, substantiel, élevé, avec différentes explications pour chaque niveau. Juste une autre question, ça marche ou pas? Ouais, ça marche. Ok. Quand est-ce qu'un service a accès à mes données? Est-ce que c'est qu'à l'identification ou ça peut être à n'importe quel moment dès que j'ai donné l'accord? Alors, à vos données, de base, un service, quand vous allez sur le service et que vous vous connectez, le service peut demander l'accès à vos noms, enfin à votre nom de naissance, vos prénoms, votre date de naissance, le lieu de naissance et le pays de naissance, et votre sexe aussi. Est-ce que vous avez aussi parlé qu'il y avait plus d'échanges de données que... Ouais. S'il y avait une mise à jour sur un service, est-ce qu'un autre pouvait le récupérer directement ou est-ce qu'il faut mon consentement pour transférer cette nouvelle changement? Alors, au moment de l'authentification, vous avez vu, après c'était marqué mon nom, mon prénom, etc. Donc, par défaut, l'administration va recevoir ça parce que c'est ce dont elle a besoin pour vérifier dans ses papiers que c'est bien vous. Donc ça, vous n'avez pas trop le choix. On va dire comme c'est votre relation à l'administration, vous n'avez pas trop le choix. C'est un peu comme le droit à l'oubli. Vous n'avez pas droit à l'oubli avec les impôts. Là, c'est un peu la même chose. Comme vous faites une démarche vis-à-vis de l'administration, c'est un peu normal qu'elle vous demande ces informations-là pour être sûr que c'est bien vous. Après, par contre, quand ça va être des échanges plus sur vos données fiscales, par exemple, on va vous informer qu'on va échanger des données fiscales. Parce que c'est d'une administration à une autre, et habituellement, c'est vous qui le faites en donnant un papier, et vous pouvez refuser de le faire. Souvent, on donne ses revenus fiscaux tout simplement pour avoir une aide. Donc là, c'est vous qui pouvez refuser et dire « je ne veux pas d'aide parce que je ne veux pas donner mes données fiscales ». Il y en a qui le font. Hein. Ok, merci. Donc après, voilà, au-delà de nom, prénom, date de naissance, après, on vous informe quand même qu'on le fait.
Alors, donc, vous avez vu la cinématique en live de comment ça se passait. Quand on veut se connecter, on va sur un service, on appuie sur le bouton France Connect. À ce moment-là, on vous propose de choisir un fournisseur d'identité. Vous authentifiez auprès de ce fournisseur d'identité, login, password, ou dans mon cas, c'était simplement un code PIN. Donc, une fois que vous êtes authentifié auprès du fournisseur d'identité, ces informations justement dont on vient de parler sont renvoyées à France Connect. Et après, on vérifie ces informations auprès de l'INSEE. C'est-à-dire qu'on vérifie que les informations sont justes, parce que le fournisseur d'identité, quand c'est aussi, que ce soit les impôts ou le facteur, peuvent avoir des informations erronées. Donc on vérifie quand même que ce sont les bonnes. Et en plus, on vérifie que vous n'êtes pas décédé. C'est tout bête à dire, mais on est les seuls en Europe à vérifier qu'une personne qui se connecte avec un compte pour une administration n'est pas décédée. Non, parce que ce n'est pas obligatoire, les autres ne le font pas. Et nous, on a estimé que quand vous faites une démarche administrative, vous devez être vivant, sinon il faut que quelqu'un le fasse en nom de la personne décédée, mais c'est un autre process. Et là, pour nous, les démarches administratives, vous pouvez vendre votre voiture uniquement si vous êtes vivant. Vous pouvez voter uniquement si vous êtes vivant pour quand ça arrivera, du coup. Ouais. Sauf dans le 15e, apparemment, on me dit. Donc, du coup, on a beaucoup de problèmes avec les Corses en ce moment, donc... Et donc, une fois que votre identité est vérifiée, c'est à ce moment-là qu'on vous authentifie, que France Connect vous authentifie auprès du service, et à ce moment-là, transmet ces informations qui permettent de vérifier auprès de services qui vous êtes et qui vous connaît bien. Et après, une fois que vous êtes déjà connecté, à chaque fois que vous allez sur le fournisseur de services, ben, du coup, c'est très rapide. Vous n'avez plus la phase d'authentification, on dit « Ah, bah, vous êtes déjà connecté ». Bon, par contre, on vérifie toujours que vous n'êtes pas mort. À chaque fois que vous allez sur un service, même si vous êtes déjà connecté, on vérifie qu'entre-temps, vous n'êtes pas décédé. Alors, pardon, ouais, je n'entends pas bien. Tâche du cube. Qu'est-ce qui se passe quand c'est très rare, mais quand on est déclaré décédé par erreur? Alors, quand on est déclaré décédé par erreur ou non, quand l'INSEE nous dit « Ah, la personne est décédée », parce qu'on a un code retour, à ce moment-là, on dit « Désolé, vous ne pouvez pas vous connecter. Vous ne pouvez pas faire votre déclaration des impôts, vous êtes décédé, désolé. » Mais, ou alors, il y a aussi le cas « Désolé, on ne vous a pas retrouvé dans l'administration. » Ça peut arriver. À ce moment-là, il y a quand même un process pour après voir avec l'INSEE si c'est eux qui ont un problème, ou avec votre fournisseur d'identité parce qu'il a fourni des mauvaises informations. Mais il y a un process, justement, c'est pour ça que je parlais de l'équipe support, qui est là aussi pour vous aider, pour dire « Ah, bah là, vous avez un problème avec l'administration. Si vous êtes considéré comme décédé, a priori, vous allez être considéré décédé auprès de beaucoup d'administrations. Donc, du coup, il y a vraiment une démarche à faire. Mais au moins, on vous permet de savoir que vous êtes décédé. Et par contre, on vous indique, après, on vous aide à voir avec l'administration comment rectifier le tir. Et on a déjà eu le cas, effectivement, de gens au téléphone qui nous disaient « Non, mais je vous assure que je suis bien là, je vous parle. » Une nouvelle question? Ouais, dans les flèches, sur toutes les flèches, là, qu'est-ce qui passe sur Internet, par exemple surtout si vous voulez rajouter du biométrique et tout ça. Alors, ça passe sur Internet, mais c'est chiffré. Et puis je vous en parlerai dans une prochaine partie, vous inquiétez pas. Voilà. Mais on est obligé de passer sur Internet. Hein. Les administrations sont sur Internet. Le but, c'est que vous puissiez y accéder. Les fournisseurs d'identité sont sur Internet. Il faut que vous puissiez y accéder. On est sur Internet. Il faut que vous puissiez nous voir. Et l'INSEE, là, tout est... Mais par contre, on s'assure qu'à chaque fois, tout est chiffré et pas interceptable. C'était pour savoir s'il y avait une différence entre la connexion entre les personnes et France Connect et le reste, ou si c'était tout... Non, vous avez accès à tout ça, en fait. Hop. Des questions au fond. Sur le même thème de la sécurité des données, est-ce que les fournisseurs... Est-ce qu'au moment où les fournisseurs de services font une requête de données à France Connect, est-ce qu'ils ont eux aussi une authentification à faire? Alors, du coup, je ne vais pas faire de spoiler parce que je vais le laisser à Stéphane. Il a une partie sécurité après, donc je le laisserai parler là-dessus. Mais je vous rassure, c'est sécurisé. On vérifie quand même que ce n'est pas n'importe qui demande des informations sur n'importe quoi.
Faut pas oublier que c'est aussi un service qu'on utilise, donc bon, on essaie quand même un minimum aussi de sécuriser nos propres identités tant qu'à faire. Oui, j'ai une question. C'est au sujet de l'authentification par Orange. Mhm. Orange a toujours été préparé à être fournisseur d'identité ou parce que par exemple, je sais que quand je prends un abonnement chez quelqu'un d'autre, c'est pas très précis. J'ai pas l'impression que même Free, par exemple, demande une carte d'identité ou des choses comme ça. Donc, par rapport à la base de données d'Orange, il n'y a pas eu des couacs ou des choses. Alors normalement, quand vous prenez un abonnement chez Orange, il y a la vérification de votre carte d'identité. Et là, dans le process, c'est pas que Orange tout seul. En fait, Mobile Connect et moi, on va dire c'est un consortium d'Orange plus un autre acteur qui, lui, est spécialisé justement dans la reconnaissance de documents d'état civil. Donc au moment où vous enrôlez pas auprès de Orange, c'est auprès de Mobile Connect. Et Mobile Connect fait une reconnaissance de votre carte d'identité. Ensuite, comme il y a une photo sur la carte d'identité, il va vous demander de vérifier soit avec la caméra de votre téléphone, soit avec la webcam, de vérifier que c'est bien vous qui êtes devant en train de faire l'opération. Et en plus, pour éviter de passer des photos, il va vous demander de faire des gestes aléatoires. Donc si vous faites l'enrôlement, ne le faites pas au travail ou à côté des copains parce que vous aurez juste l'air stupide. Parce qu'il vous demande vraiment de faire des grimaces, des clins d'œil, voilà, donc, et de manière aléatoire. Donc du coup, vous ne pouvez pas savoir avant comment ça se passe. Et il vérifie par exemple aussi que quand vous faites des mouvements, derrière, la lumière change. Enfin, il y a vraiment tout un process de vérification que c'est bien une personne physique qui est réelle, qui est en train de faire le travail. Et si jamais il y a un doute, en plus, l'enrôlement est refusé temporairement, il est mis en pause et il y aura un rendez-vous à prendre avec l'opérateur pour qu'il puisse, lui, de voir avec la webcam, discuter avec vous et vérifier que c'est bien vous. Donc au moment de l'enrôlement, on revérifie votre carte d'identité ou votre carte de séjour. Ok, donc limite, c'est le plus sécurisé de tout ce qui existe, quoi. À l'heure actuelle, c'est celui qui est le plus sécurisé. Et en plus, pour vous dire, ces infrastructures sont mises sur les infrastructures de Orange Bank. Donc on a droit aux infrastructures informatiques bancaires donc, qui sont d'un niveau de sécurité assez élevé aussi. Bonjour, merci d'être venu. Une question vis-à-vis de France Connect. Vous hébergez, vous récupérez les informations diverses des différents acteurs en votre centre comme, Alors là, c'est pareil, je ne vais pas faire de spoiler, c'est expliqué après. Du coup, je vais laisser... Du coup, en fait, c'était une question qui amenait à savoir si une tierce entité de l'État vous demandait des informations, vous pouviez, vous, répondre des informations des différents acteurs en votre... Non, on ne stocke rien. C'est là la force de France Connect, c'est qu'à aucun moment, nous, on a les informations. Oui, il y a eu du spoil. Voilà. Mais j'irai pas plus loin. Donc, il y a On pas a cassé un beau cliffhanger, là, quand même. Hein. Ouais. Merci. Bonsoir. Ah. Donc, moi, ma question, ça rapproche par rapport à ça. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, vous avez 5 fournisseurs d'identité. Donc, chacun d'entre eux, ils ont leur propre référence, leur propre base de données avec les infos des utilisateurs et le mot de passe. Et par l'ANSSI, derrière aussi, en fait, elle récupère ces informations, sauf le mot de passe, bien sûr. Mais... Non, l'ANSSI ne récupère rien. L'INSEE, pardon. L'INSEE, en fait, à chaque fois qu'il y a un acte d'état civil qui est fait, donc une naissance, un décès, l'INSEE reçoit cet acte, en fait, reçoit les informations et donc met à jour. Par exemple aussi, si vous changez de prénom, si vous avez fait toute une démarche pour changer officiellement de prénom ou de sexe, l'INSEE est au courant. Donc c'est plutôt les bases après sur les impôts. Les impôts arrivent toujours à vous retrouver aussi, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais par exemple, votre opérateur, Orange, il faudra qu'il mette à jour ses bases. Et là, ce sera peut-être vous à faire la démarche. Mais l'INSEE, en tout cas, lui est au courant de chaque acte d'état civil qui est fait. D'accord, donc l'INSEE ne fait pas de provisioning à partir des fournisseurs, mais c'est l'inverse. C'est eux, dès là, il y a une nouvelle naissance ou une... Ok, merci. Je vais avancer un petit peu. Donc, on a déjà 8 millions d'utilisateurs, plus de 400 services.
En moyenne, en nombre de connexions par mois, on a plus de 4 millions de connexions par mois. Ça veut dire que par jour, on a eu un pic à 300 000 connexions dans une même journée. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que nos infrastructures tiennent, et ça, c'est Gilles qui pourra en parler. Donc, on a un trafic qui n'est pas en diminuant, mais plutôt en grandissant. Souvent, vous arrivez pour une démarche. Il y a beaucoup de curiosité aussi. Les personnes voient le bouton, ils disent « Oh tiens, il est sympa », ils cliquent. Et puis après, il y a des explications, il y a l'utilité. Il y a aussi le fait que pour faire votre carte grise, la NTS a dit « On va utiliser que France Connect ». Donc, si vous voulez faire votre carte grise, vous êtes obligé de passer par là. Donc après, c'est plutôt, une fois que vous l'avez fait, vous dites que c'est sympa, puis vous allez faire d'autres démarches avec. Mais la NTS... Ouais, les cartes grises, du coup, nous amènent le plus gros trafic. Aussi, la déclaration d'impôt nous en amène pas mal. Et là, avec le prélèvement... Voilà. Mais, du coup, là, maintenant, les personnes le voient et le réutilisent. Là, ce mois-ci, avec le passage au prélèvement à la source, c'est toutes les caisses de retraite, Agir, Carco, etc. Comme il y a eu des réformes aussi qui amènent pas mal de monde. Mais du coup, après, une fois que vous avez vu le bouton et que vous l'avez utilisé une fois, vous êtes plutôt, quand vous voyez le bouton, vous cliquez par défaut dessus. Et oui, on a mis 3 ans, vous voyez, ici, paf, là, c'était pour les retraites. Parce qu'on peut faire sa demande de retraite avec France Connect, donc en utilisant France Connect. Donc quand le service est arrivé, ça a fait un pic. Et au mois de... c'était en 2017, justement, les cartes grises sont arrivées. Et vous voyez que là, après, ça a été plutôt une explosion. Et Pardon ? J'entends pas. Évitez de toucher l'écran. Je ne touche pas l'écran. Et en petite complétion aussi, là pour l'instant, c'est effectivement principalement des entités publiques qu'on a en tant que fournisseur de services. Mais récemment, France Connect s'est ouvert au privé. Et donc, on va avoir petit à petit, sans doute aussi, des services privés. Bien sûr, des services qui ont un devoir de vérifier l'identité des gens ou une partie de cette identité. Généralement, c'est l'âge. Je vous laisse deviner quel genre de site. Et donc, du coup, vous le verrez effectivement sur d'autres sites qui sont eux privés, des acteurs privés. Ouverture de compte bancaire, par exemple, effectivement, on va vous demander votre âge. Les sites de paris en ligne, on va vous demander votre âge. D'autres choses aussi, mais bon, ça... Ah, c'est pas bon, ça. Ça existe effectivement depuis janvier 2016, donc ça fait 3 ans. Au début, c'était assez anecdotique, on était plutôt en phase pilote, on s'amusait, et puis après, voilà, c'est ça. Et on essaye de faire en sorte que ça arrive. On a un gros travail aussi, nos BizDev travaillent énormément pour convaincre aussi les administrations de l'adopter, pour éviter que chacun ait l'idée géniale de dire « Ah ben, je vais créer mon compte, on va gérer nos propres comptes ». Il m'a court-circuité, quoi. Non, mais on en a conscience et c'est pour ça, effectivement, on travaille énormément auprès des administrations pour qu'ils l'adoptent, pour faciliter aux usagers. C'est un service qui existe. Les campagnes d'information, souvent, il faut aller les voir, il faut les tanner pas mal. En fait, il y a un travail presque de lobbying pour dire mettez en place, arrêtez d'avoir des idées géniales de créer vos propres comptes. Excusez-moi. Ici. Par rapport à ce que vous avez dit là juste avant, en fait, moi je remarque qu'au niveau du marché, en fait, ça utilise surtout, notamment vous avez cité les retraites du coup, donc principalement les personnes, c'est une part de marché où on va avoir forcément des personnes qui vont avoir une utilité à utiliser ce genre d'outils du fait qu'ils ne sont pas forcément habitués au système internet, etc., donc nouvelles technologies. Et après, vous avez parlé des cartes grises, ce qui est devenu, si je dis pas de bêtises, un système qui est assez obligatoire en soi, c'est-à-dire qu'on a été obligé en quelque sorte de passer par ce genre de système pour numériser en gros pour pouvoir accéder à ce qu'on voulait. Est-ce qu'il n'y a pas
Enfin, désolé de poser cette question, hein, c'est un peu voilà. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un travers où au final, on risque de se retrouver forcé d'utiliser ce genre d'application finalement pour pouvoir faire toutes nos démarches sans que ça devienne un choix et une possibilité? Alors, la CNIL a fait un énorme travail, c'est-à-dire que déjà le service France Connect existe, ça veut dire que derrière il y a un arrêté. C'est-à-dire on n'a pas dit on fait ça et puis ça existe, etc. Et la CNIL a donc fait un travail aussi et a bien marqué dans ses recommandations que France Connect ne doit pas être le seul moyen de faire la démarche. Après, certains disent faire la démarche, ça peut être aussi de pouvoir faire la démarche d'une manière autre que numérique. Mais en tout cas, pour chaque démarche, il ne faut pas être justement obligé d'utiliser ce système-là. Il faut pouvoir toute démarche le faire par un autre moyen parce que si jamais on a un problème, nous, il ne faut pas empêcher, faut pas bloquer l'administration. Donc, il y a bien ça qui a été pensé dès l'origine. Voilà, c'était surtout pour ça, justement. Donc, je vous rassure. Merci. Justement, suite au déboire avec les cartes grises, c'est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire et d'obliger à un système uniquement numérique et de tout couper. J'ai une petite question sur les fournisseurs d'identité. Je pense notamment à l'assurance maladie et aux impôts. On doit se souvenir de son numéro fiscal ou de son numéro de carte de sécu, ouais. Merci. Et je m'étais fait la réflexion quand j'avais vu ça sur le site des impôts. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir un compte France Connect où on choisit son login et son mot de passe? Alors là, on n'impose pas au fournisseur d'identité la manière dont il va vous reconnaître. Donc les impôts, eux, ils connaissent les numéros fiscaux. Ils ne connaissent pas autre chose. Et vous êtes un numéro fiscal et ça, ils vous connaissent très bien. Amélie, ils font de la sécurité sociale, donc le numéro de sécu, ça leur convient très bien à eux. Et gérer après des problématiques de doublons, comme quoi, non, désolé, vous ne pouvez pas créer tel login parce qu'il est déjà pris. Quelque part, c'est presque un problème de sécurité parce que vous dites déjà que le login existe déjà. Donc après, forcément, un attaquant va tenter tous les logins possibles et puis faire des attaques de force brute dessus. Et puis, je vous reparlerai aussi de toute façon, effectivement, de la partie, puisque là, ça concernait aussi la question, je crois, la partie pourquoi il n'y a pas de compte réellement France Connect non plus. Vous avez déjà eu une partie du spoil, c'est qu'on ne stocke pas de données. Et je vous expliquerai aussi surtout pourquoi dans la partie sur la sécurité. Mais du coup, voilà, Mobile Connect, on choisit le numéro de téléphone. Forcément, c'est le truc qu'ils connaissent. Bon, l'avantage, c'est qu'on le connaît assez bien aussi, en général. Plus facile que son numéro de sécu. Mais voilà, chacun choisit son moyen de vous reconnaître. En fait. Dernière question, juste rapide. Vous parlez tout à l'heure de fournisseurs d'accès qui seraient conditionnés à l'âge, par exemple. On peut imaginer, est-ce qu'il y a une possibilité où le service en ligne demande à France Connect d'identifier la personne et de retourner si l'âge est légal, mais sans donner l'identité propre de la personne? C'est justement... On peut avoir une sorte de voucher pour... Ouais, on commence à travailler là-dessus parce qu'on a maintenant, effectivement, avec l'ouverture au secteur privé, l'administration, globalement, elle a besoin de savoir qui vous êtes, mais le secteur privé, souvent, n'a besoin que d'une information, c'est si vous êtes majeur ou ce type d'information. Donc, c'est un travail qu'on est en train de faire justement avec les fournisseurs de services. Donc vous serez garant d'une des qualités de la personne en fait, mais pas toute l'identité. Vous ne révélerez pas toute l'identité. Voilà, nous on doit connaître toute l'identité pour vérifier que vous n'êtes pas décédé, mais après on ne transmet pas tout. On a, c'est encore du spoiler pour ce qui arrive après, donc on parlera RGPD. Si ça arrive. Si ça arrive, voilà, j'avance. Donc dernier point que je voulais vous présenter, c'est aussi le fait que entre administrations, il y a des administrations qui ont des informations sur vous, il y a des administrations qui ont besoin de ces informations. Combien de fois est-ce que, à chaque rentrée, vous devez donner votre copie d'avis d'imposition dans votre vie administrative, ce truc qui est photocopié et rescanné un nombre improbable 2 fois? Eh ben, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement, entre administrations, se l'échanger? Il suffirait de demander aux impôts cette information. Eh ben, ça tombe bien, c'est ce que permet France Connect. France Connect vous permet la mise en relation entre des données qui sont connues par certaines administrations et le fournisseur de services qui en a besoin. Donc c'est justement là ce sur quoi
on est en train aussi de développer l'offre, de travailler avec les fournisseurs de services pour dire arrêtez de redemander sans arrêt la même chose. Donc typiquement le revenu fiscal. On travaille également, on a une expérimentation autour de la plaque d'immatriculation. C'est tout bête, mais on sait qui vous êtes. En général, on sait que vous êtes propriétaire d'une voiture. Le ministère de l'Intérieur arrive à le savoir. Alors pourquoi est-ce qu'on vous redemande quand vous habitez une ville pour faire du stationnement résidentiel, c'est-à-dire avoir le droit de payer 1 euro pour un mois, pourquoi est-ce qu'on vous redemande votre carte d'identité, votre permis de conduire et votre carte grise, alors que donc, globalement dans l'administration, on sait tout ça. Ben, c'est justement, on travaille aussi à faire connaître ces API, ces informations, parce que c'est tout bête, mais même les autres administrations ne savent même pas que l'information peut être disponible. Donc il y a aussi avec l'assurance maladie, donc tout ce qui est le secteur médical, éviter de vous redemander sans arrêt les mêmes choses, mais pour qu'un hôpital puisse accéder à l'information de votre médecin traitant, ce style d'information. Et donc côté impôt, pour l'instant on a impôt, véhicule et assurance maladie. Juste, j'ai une autre question. Comment vous faites pour gérer les problèmes qui peuvent se produire dans ce genre de données, justement? Je m'explique. Par exemple, une donnée qui est numérisée, mais qui a changé entre-temps au niveau des impôts. Par exemple, je ne sais pas, un déménagement. C'est un truc tout bête, voilà, un déménagement, donc ça se fait ailleurs. Si vous transmettez une information, mais que l'information n'a pas été mise à jour, ou qu'elle a mal été mise à jour par les personnes qui sont en dessous, qui travaillent au niveau du centre d'imposition, comment est-ce que vous gérez ce genre de problème, en fait? Alors, nous, du coup, on ne le gère pas. D'accord. Mais au moment où vous êtes dans un service et qu'il y a l'information qui est envoyée, il y a à un moment donné le service qui vous dit voilà ce qu'on a reçu comme information. Donc nous, on ne gère pas l'information, on dit juste que l'information, c'est cette administration-là qui l'a envoyée. Donc normalement, c'est elle la référente. C'est-à-dire le but, c'est justement éviter que la même information soit répliquée partout. Et donc forcément, qui dit réplication, dit qu'il y a un délai de traitement. Non, le but, c'est qu'au moment où vous faites la démarche, c'est là que le service interroge par exemple les impôts. Donc c'est l'information à l'instant T. Donc après, si ce n'est pas juste, vous pouvez arrêter la démarche et aller voir votre centre des impôts pour dire je ne comprends pas, l'information n'est pas à jour. Par exemple, l'adresse fiscale, effectivement, elle est mise à jour, on va dire globalement, une fois par an par les impôts. Donc si ce n'est pas à jour, c'est à ce moment-là qu'il faut contacter votre centre des impôts. Mais au moment, c'est fait vraiment sur l'instant T. C'est-à-dire là, on n'est plus sur un mode à l'ancienne où on fait une démarche une fois par an et on n'a qu'une information qui date potentiellement de 360 jours en arrière. Là, c'est au moment où vous faites la démarche que l'information est prise. Et ça tombe bien un peu aussi comme petite question, parce que là, on a quelqu'un qui est avec nous, donc Florian Delezen, qui est aussi Project Owner sur France Connect, et qui, lui, connaît un peu la partie particulière. Donc je vais juste lui donner 2 secondes la parole, comme ça il va pouvoir vous évoquer 2-3 pistes. Oui, on voit bien que le France Connect, en fait, ça transfère l'identité d'une personne. Donc, c'est pas tout d'un coup un énorme tuyau d'API qui transfère n'importe quelle donnée. L'idée de France Connect, c'est d'en faire un outil pour mettre à disposition toutes ces données-là qu'on vous a présentées, les informations fiscales, les informations d'assurance maladie. Donc, de certifier que vous êtes bien à l'initiative de la démarche. Tout ce qu'il y a derrière, après, c'est tout un autre réseau d'API qui se met en place autour de France Connect. Donc les API fiscales vont recueillir le fait que vous ayez consenti au transfert de votre donnée à un instant T. Donc en juin 2015, vous avez dit oui, j'accepte que la ville de Paris recueille mes données fiscales pour mon stationnement. Et ensuite, c'est une autre API qui va prendre le relais pour renouveler ces informations si vous y avez aussi donné consentement. Donc sur France Connect, vous avez une trace de tous vos consentements et de tout ce que vous avez autorisé comme transfert de données. Après, ce ne sera pas toujours une API qui utilise France Connect, parce que France Connect, c'est vraiment l'identité. Donc on appelle ces API qui utilisent l'identité des API France Connectées, mais il n'y a pas de gros tuyau France Connect qui irait dans toutes les administrations en France. C'est vraiment seulement une partie identité. Après, c'est des API classiques comme on en connaît. C'est juste que le jeton pour accéder à ces API, c'est un jeton composé de l'identité. C'est plus clair parce que c'est... Et du coup... Après, de toute façon, on sera disponible aussi entre quelques bières et un peu de pizza. Donc, si vous avez d'autres questions, il ne faudra pas hésiter à venir nous voir derrière, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe, on n'aura pas le temps de parler de tout.
Et puis, de toute façon, vous verrez à la fin, si vous avez vraiment des questions un peu plus techniques, vous avez nos mails affichés. Voilà, je vais avoir terminé. Après, ce sera pour faire l'affichage des traces. Mais globalement, normalement, ma partie est terminée. Je vais laisser la place à mes illustres collègues pour parler un peu plus tech. On a la partie méthodo avant. On a la partie méthodo avant, donc finalement, je suis encore dessus. Désolé. Je serai là à côté. Non, tu viens là. Hop. On est où? Voilà. Donc, côté fonctionnement des API, voilà, il y a quand même aussi une sécurisation. On ne donne pas les informations de n'importe qui sur n'importe qui à n'importe qui. Puis on vous mettra à dispo le slide aussi, et puis vous aurez de la doc si vous avez envie vraiment d'aller lire comment nos fournisseurs de services intègrent tout ça. C'est une joie, ça c'est du pur tech. La méthode du projet. Alors, méthode agile. C'est-à-dire que le but, c'est pas de... Le but dans France Connect, c'était pas de faire un cahier des charges de 500 pages, mettre 1 an à faire ce cahier des charges pour après faire du développement et que personne ne voit jamais rien. Justement, le but, c'était de dire assez rapidement, on va commencer à faire un produit et on va le faire évoluer au fur et à mesure aussi des besoins. Donc là, c'était la méthode agile qui était la mieux venue pour faire ce projet, le faire émerger et faire évoluer aussi en fonction des besoins plutôt que de faire des cahiers des charges très très épais. Donc comment ça marche au quotidien? Voilà, au quotidien, il y a ce grand bout de papier qui est large comme cet écran que les développeurs ont sous les yeux au quotidien. Et ça se sépare en plusieurs parties. Il y a la partie next, c'est-à-dire toutes les idées que l'on a, qu'est-ce qu'on va avoir à développer. La partie en cours, c'est ce qu'on est en train de développer comme fonctionnalité. Le but, c'est que quand on dit une fonctionnalité, ce soit vraiment quelque chose d'assez court. Quelque chose à développer en 3-5 jours, mais pas une fonctionnalité à développer sur un mois. Si c'est à développer sur un mois, il faut faire en plusieurs petits bouts. On va vous en parler. Pour pouvoir faire quelque chose de, quand même qui puisse être développé et dont on voit l'issue. Le but, c'est jamais d'avoir quelque chose qui soit super loin. Donc une fois que le développement a été fait, évidemment, comme on a une très grande confiance en nous, on demande à un autre développeur de l'équipe d'aller vérifier ce qui a été développé. C'est-à-dire que le but, c'est que on voit quand même que c'est un système qui offre une certaine sécurité vis-à-vis de l'administration. Donc, il faut fournir aussi du code qui soit sûr. Donc, quand quelqu'un développe quelque chose, il ne le développe pas pour lui. Il va se faire relire par un copain. Donc, ça, c'est tous les tickets, une fois qu'ils sont finis, hop, on les ajoute. Et donc, il y a des personnes qui vont aller vérifier le code. Du spoil. Le code des autres. Ah, alors, je n'en dis pas plus. Ensuite, une fois que la revue a été faite, il y a la revue par le PO. Donc ça, je sais que j'en parle plus tard. Ça veut dire qu'une fois que la fonctionnalité est faite, on vérifie quand même qu'elle fonctionne bien. On vérifie que les devs ont bien compris ce que le client voulait. On sait que ce n'est pas toujours le cas. Et une fois qu'on est tous d'accord, on dit OK, on va livrer en pré-prod, parce que le but, c'est de vérifier en pré-production que ce qu'on va mettre en production va fonctionner. Et ensuite, une fois que la pré-prod est vérifiée, on dit c'est bon, c'est prêt à être livré en prod et on fait des livraisons très régulières en production. Et bien sûr, sans arrêter le système, on fait de la livraison à chaud. Le but, c'est pas de dire allez, toutes les 2 semaines, on va arrêter France Connect 2 heures et plus personne ne peut s'authentifier. C'est le principe de l'agile. Voilà. Et après, on a ce qui se trouvait dans la dernière version. Comme ça, si jamais on a un bug, on sait exactement ce qu'on a livré et on peut aller vérifier quand même si on n'avait pas introduit un bug. Responsable de pourquoi vous n'avez pas pu faire votre démarche à 23h59 sur votre impôt. Je vais mettre la slide suivante du coup. Alors, comment on fait les bébés tickets? Alors, globalement, on fait des tickets donc, qui prennent quelques jours à développer, mais derrière, il y a une idée qui est beaucoup plus grande. Il y a une fonctionnalité, c'est
On part d'un besoin, en fait. Voilà. C'est-à-dire que Guillaume, il va venir nous voir, nous les devs, en nous disant tiens, j'ai une super idée, on va rajouter ça sur France Connect, ou Florian, ça dépend qui. Tiens, j'ai une super idée, on va faire ça, c'est une idée, un besoin. Et donc, du coup, ce qu'on va faire quand c'est un gros besoin particulièrement, on ne le fait pas juste quand c'est de la correction de bugs, quand même, ça serait un peu lourd. On va désigner un responsable du coup, de cette fonctionnalité qui est dans l'équipe. Ça peut être un tech, si c'est un tech qui a lancé l'idée. Ça peut être quelqu'un, du coup, du responsable produit, si c'est responsable produit, le support, quelqu'un de l'équipe en tout cas. Quelqu'un qui va suivre le sujet. C'est ça. Donc, sur un plus long terme. Donc cette personne, après, va organiser un atelier pour justement présenter l'idée à l'équipe, voir un peu aussi ce que chacun en pense, comment on pourrait travailler dessus sur ce sujet, comment on pourrait le découper en micro-tâches. Et le but, c'est que aussi l'équipe s'approprie la fonctionnalité, le comprenne, parce que c'est pas forcément un développeur qui va développer toute la fonctionnalité, mais ça va être vraiment ça va se répartir dans l'équipe. Donc le but, c'est que tout le monde se l'approprie et puis également donne sa vision de comment on peut faire techniquement ou même fonctionnellement pour arriver à quelque chose qui soit utile et en plus qui soit pas forcément facile à faire, mais au moins faisable. Et dans les sujets, justement, dans la fonctionnalité, il faut également regarder les aspects sécurité, dont on parlera un petit peu après. Et après, donc, c'est une fonctionnalité, on sait que c'est quelque chose d'assez gros. Donc après, il faut le découper en micro-tâches pour justement arriver à faire des choses déjà qu'on puisse développer en quelques jours. Et l'utilité, c'est justement aussi que après, quand quelqu'un fait la revue derrière, que cette revue soit facile à faire. Parce que si vous avez modifié 1 millier de lignes de code, c'est très dur de faire une revue derrière. Il faut quelque chose aussi qui puisse être compréhensible. On a tous eu cette personne quelque part dans nos projets. Moi, je sais que j'en ai déjà eu aussi à 42 où on voit un commit avec 15 000 fichiers modifiés, avec pas une seule explication dessus. C'est toujours très frustrant. Donc, autant que faire se peut, effectivement, pensez à découper les tâches. Ce qu'on vous donne aussi un petit peu, c'est vrai qu'on le fait au travers de France Connect, mais c'est quelque chose qui, globalement, se ressent dans tous les projets. Il y en a peut-être déjà qui ont fait de l'agile, d'ailleurs, qui ont fait du Kanban. C'est ce qu'on essaye de faire, en général, quand on crée un projet, de toute façon. Et après, une fois qu'on a vu les tickets, il faut rédiger le ticket. Là, pareil, je fais pas ou les tickets correspondants, les tickets correspondants pour expliquer ce que l'on veut, qu'on a à faire. Et là, c'est là où, effectivement, en général, le client vous dit blanc et vous lisez noir. On essaye d'éviter ça, en général. Ouais. C'est pour ça que ça se fait aussi, quelque part, en général, à deux. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir quand même et le client et au moins un tech, si possible, dans le meilleur des mondes. Bon, ça n'arrive pas souvent. Mais on essaie toujours d'avoir un tech et un produit. D'ailleurs, on va le voir sur la slide suivante. Et l'atelier aussi permet justement à faire en sorte que tout le monde arrive à comprendre ce qui souhaite être fait en finalité. Et donc, effectivement, le ticket, ce qui est pas mal, c'est on crée un ticket. Donc, ça veut dire qu'on écrit ce que l'on veut dedans. Mais quand le dev commence à prendre le ticket, il y a toujours le mieux, c'est quand même de dire est-ce que j'ai bien compris réellement ce que tu voulais, sans insinuer qu'il n'y a que des conneries décrites dedans, mais juste pour dire est-ce que je ne vais pas me mettre 5 jours à développer pendant 5 jours pour rien. Il faut vraiment aussi pas hésiter. En fait, dans la méthodo, c'est aussi beaucoup de dialogue. En fait, ça nous est arrivé, hein. On a fait tous la bêtise de toute façon déjà. Donc le but, c'est vraiment qu'il y ait des échanges entre le responsable de la fonctionnalité et le dev le plus souvent possible pour être sûr de toujours tenir la bonne trajectoire. Alors donc sur third party, du coup, comme on l'a vu un petit peu, il y a différentes façons de rédiger un ticket. Il y a le bon et il y a le mauvais ticket. Bon, j'espère que vous avez su reconnaître lequel c'est. C'est lequel? Celui de droite. Waouh. Ça n'a pas changé en fait, 42. Non, bon alors du coup bien sûr c'est celui de gauche quand même. Hein. Désolé de décevoir du coup ceux qui pensaient que c'était celui de droite. On va commencer par le plus simple. Hein. Le ticket mal rédigé typiquement c'est ça a beau être un bug, c'est coucou les tests end-to-end en JavaScript et en Ruby fonctionnent pas. Faut les réparer quand même. Alors c'est bien beau mais quand on voit ça déjà je vous laisse imaginer sur un projet comme France Connect quand vous devez refaire les tests end-to-end ce que ça peut donner parce que c'est quand même assez gros.
Du coup, c'est pas découpé, c'est pas expliqué. Comment le responsable produit va faire la recette, c'est pas écrit non plus. Comment le dev va faire aussi sa recette, y a rien. Et donc sur un ticket un petit peu mieux, effectivement, nous c'est ce qu'on a essayé de mettre en place assez récemment, on va dire quand même aussi, parce qu'avant on avait des tickets bien rédigés quand même pour du moins une partie. Mais on a essayé d'organiser ça un peu plus, de façon un peu plus lisible. Donc on a une situation actuelle. Donc, même d'abord, je vais remonter un peu plus haut parce qu'on a le titre du ticket. Hein, parce que là, en tant que dev, je répare effectivement les tests end-to-end. On va toujours essayer de commencer, généralement, à part les bugs où on peut faire des fois un peu la passe, par ETQ, donc en tant que, pour définir le sujet. Donc là, c'est en tant que dev ou PO, parce que les deux vont intervenir dans ce ticket. Je veux voir ma branche dans le pipeline Jenkins de recettes de dev sans avoir à créer une branche dans l'infra. Alors Jenkins, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du coup une solution qui va vous permettre, un peu comme vous avez sur GitLab, sur GitHub, de lancer des actions pour déployer tout simplement votre infrastructure. Nous, c'est ce qu'on utilise principalement sur tout ce qui est dev et intégration. Et donc du coup, là effectivement, vous étiez obligé, comme nous on a deux répertoires infra et un répertoire infra, un répertoire dev, vous étiez obligé d'utiliser la même branche à chaque fois, c'était pas pratique, on voulait pas. Du coup, actuellement, si une branche d'infra avec le même nom que ma branche de France Connect, donc ma branche dev n'est pas créée, il n'est pas possible de déployer dans le pipeline Jenkins et de recetter du coup ma fonctionnalité. Voilà, en fait, le côté situation actuelle, le but c'est d'éviter ça marche pas avant ça marchait. Voilà. D'être un peu plus concis. Déjà, quand on arrive à clarifier ce que la situation actuelle et ce qui manque, ça permet pas mal d'être assez clair. Voilà, ça donne un petit retour. Ensuite, vous allez avoir les actions. Donc là, c'est du coup ajouter un champ sur Jenkins, un sous-entendu, afin de paramétrer les branches FC et infra dans le pipeline Jenkins de recettes de dev. Et vous allez avoir ensuite derrière, donc ça, les actions, bien sûr, c'est ce qui est réalisé par les devs. Et ça, la raclette PO d'ailleurs. Je ne sais même pas pourquoi c'est écrit comme ça. Je soupçonne que ça a été fait exprès. Ouais. Mais du coup, la recette PO, effectivement, ou la raclette, comme vous voulez, hein, je ne sais pas comment vous faites de votre côté. C'était donc ça, les réunions. Du coup, ça va être donc rédigé des fois en partie par le PO, mais surtout aussi le dev qui va se charger de l'action va pouvoir rajouter des choses, et celui qui fait la review aussi. Mais donc là, elle est assez simple, c'est vérifier que le déploiement s'effectue bien avec deux branches qui ont été sélectionnées du coup donc sur le Jenkins. Ça permet d'avoir du coup un découpage un peu plus précis et de mettre en forme les idées correctement et de s'assurer aussi qu'il n'y ait pas trop de choses parce que du coup sinon vous allez vite avoir un pavé de situation actuelle quand vous essayez d'expliquer qui est gigantesque ou alors un nombre d'actions incalculable ou alors des fois une recette qui est incalculable. Ça peut être les trois, hein. Des fois vous pouvez avoir des petits trucs au-dessus et des très gros trucs en dessous ou inversement, enfin, c'est pas forcément lié. L'idée c'est qu'avec les informations sur comment on va faire la recette, ça permet de fixer, de développer ces tests unitaires. Ça permet de savoir ce qui est attendu. Donc, forcément, les tests unitaires doivent permettre de répondre à la recette PO quasiment. Il y reviendra un petit peu, effectivement. Alors, donc, le guide de la revue code. Donc ça, c'est le guide qu'on utilise actuellement, en tout cas dans sa dernière version. Le but, en fait, du coup, donc, comme vous a expliqué Guillaume, c'est que quand on passe des fonctionnalités sur le Kanban et qu'on dit « ça y est, coucou, moi j'ai fini ma fonctionnalité », le but, c'est un petit peu comme la moulinette à 42. Alors oui, n'hésitez pas si vous voulez le prendre en photo. On vous mettra aussi à disposition les slides. Mais le but, en fait, c'est que dans tous les cas, si jamais vous avez fini votre fonctionnalité, c'est comme la moulinette à 42 qui va corriger vos examens. On essaie de passer le plus de tests possible en automatique. Ce qui fait que ça va quand même beaucoup plus vite que de corriger 4000 copies ou 3000 copies quand on est en piscine. Et donc, cette guide de revue de code, ça permet aussi de mettre au courant donc, les autres de l'équipe. Donc j'ai développé une feature, mais bon, tout le monde n'est pas forcément au courant. On se spécialise vite en équipe en général. Ça permet du coup de se poser des questions, de continuer à évoluer, de continuer à avancer. Donc première étape d'une review, d'une bonne revue de code. Donc vérifier que la pull request, est-ce que ça parle à peu près à tout le monde une pull request ? Normalement vous utilisez GitLab, je pense toujours, ou au moins Git. Donc vérifier que la pull request est ouverte sur le GitLab, bien entendu, puisque quand on finit une fonctionnalité, on va demander à ce qu'elle soit mergée, on le verra un petit peu tout à l'heure dans le pipeline, sur du coup la dev. On va ensuite récupérer du coup la branche de la feature, donc une branche par feature, tant qu'à faire, ça permet de faire des reviews quand même assez unitaires. On va
mettre à jour ses dépendances et compiler ses configs, parce que du coup, si on oublie de le faire, on a basculé sur la branche, on a parmi les configs, s'il y a des nouvelles configs, on est coincé. On va tester le cas nominal. Le cas nominal, en fait, du coup, c'est le cas le plus simple, tel qu'il est décrit en fait dans le ticket. Donc, si le ticket, là, tout à l'heure, il disait effectivement, je veux pouvoir déployer avec 2 branches différentes, une pour l'infra, une pour le code, et ben, on va tester une pour l'infra, une pour le code, sans se poser trop de questions, et dire, ok, ça marche ou ça marche pas. Une fois qu'on a fait ça, donc on a vérifié déjà que le plus simple fonctionnait, on va commencer à regarder la qualité du code et des commentaires, parce qu'un code commenté, c'est bien. La qualité du code, vous, c'est assez facile, du moins pour ceux qui font du C, parce que vous avez la petite norme, qui est toujours très agréable, et du coup, qui va vous dire, non, vous avez 0, vous avez oublié un point virgule ici. Sauf que là, ça va être fait effectivement donc, par un dev. Ça peut être aussi fait via, alors comme nous, on est sur du JS, effectivement, avec Node.js, par un linter, qui existe aussi dans d'autres langages, hein. Mais le but, ça va être ici de voir, c'est là où vous allez discuter en fait avec les autres devs de ah bah tiens, t'as fait ça comme ça, moi je l'aurais vu plutôt comme ça, et où vous allez aussi des fois apprendre des choses à cet autre dev, et l'autre dev va aussi vous apprendre des choses. Une fois que vous avez vérifié donc ça, vous allez tester la gestion des erreurs du coup, parce que normalement vous faites aussi tous, puisque sinon vous avez 0. Et les cas un peu plus complexes. Donc par exemple, je vais vérifier que si je mets un nom de branche pas valide sur mon Jenkins, il essaie pas de déployer quand même et il crache pas lamentablement, bloquant tout le pipeline. Et vous allez vous inspirer de ce que vous avez vu dans le code. C'est-à-dire que si vous avez vu une faille dans le code, vous allez la retester. Et puis vous allez dire, ah ça ne fonctionne pas, 0. Hop. Et donc du coup, bien entendu, vous allez tester le maximum de cas que ce que vous pouvez, hein. On peut tous en oublier, cela dit, on essaie en général du coup en peer review de faire ça, et vous avez après la review PO dont Guillaume vous parlera, qui est là aussi pour vérifier qu'il n'y a pas eu normalement trop d'oubli. Mais déjà, si vous avez fait tout ça, vous êtes pas mal. Vous allez contrôler derrière la qualité des tests unitaires, des tests d'intégration et des tests end-to-end. Je ne vais pas trop m'expandre là-dessus, parce que c'est un sujet qui mériterait un truc à part. Si on revient, je vous l'expliquerai peut-être un jour. Et normalement, j'espère qu'il y en a quand même certains d'entre vous qui commencent déjà à faire des tests unitaires, end-to-end d'intégration, non? Bon. Ça sera une bonne occasion, il faudra que je revienne, c'est ça. Donc voilà, les tests, juste pour vous faire rapide, hein, les tests unitaires, c'est tester chaque fonction à part, et vous allez faire semblant que toutes les autres fonctions que vous appelez, ce soient des vraies fonctions, mais vous allez juste en vérité dire, ma fonction, je veux qu'elle retourne tout le temps ça. Ce qui fait qu'en gros, vous testez une fonction, et vous ne testez pas les appels extérieurs à cette fonction qui sont à l'intérieur. Donc vous êtes dans un environnement maîtrisé. Les tests d'intégration, c'est à peu près la même chose, sauf que vous allez juste éviter d'interroger une vraie base, tant qu'à faire, hein, histoire de ne pas péter la prod. Et les tests end-to-end, ça va être des tests où vous allez tester vraiment de bout en bout. Donc comme si quelqu'un allait cliquer dans une application, effectivement, sur tous les boutons et faire toutes les actions qu'un humain ferait. Une fois donc que vous avez vérifié ça, vous vérifiez aussi que la fonctionnalité n'induit pas de régression. Donc ça, en général, si les tests unitaires d'intégration end-to-end sont bien faits, vous allez très vite vous en apercevoir. Mais on ne sait jamais, si vous avez vu un petit truc dans le code ou si vous avez un petit truc sur quelque chose, vous faites un test supplémentaire, ça ne paye pas de mine. Une fois ça terminé, très important, vous allez faire votre retour du coup au dev qui a fait la fonctionnalité, en notant les remarques, donc tant qu'à faire en commentaire de la pull request, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et bien entendu, prévenir quand même le dev responsable de la feature si vous avez une remarque, parce que lui, il est peut-être déjà sur une autre feature, donc si jamais vous n'allez pas lui dire « Coucou, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas », vous n'aurez jamais de ticket en production. Une fois que la fonctionnalité, du coup, elle est codée et qu'elle fonctionne de façon satisfaisante, vous allez ajouter votre approbation, hein, donc sur GitHub, sur GitLab, sur ce que vous utilisez, à l'oral, un post-it, n'importe quoi. Et vous allez dire « Coucou, maintenant c'est bon, le PO peut aller regarder que la fonctionnalité correspond bien à ce qu'il a demandé ». Et sinon, tout est à recommencer, tant pis. Hein. Et donc, normalement, tout s'est bien passé. Et donc, le post-it change de colonne et arrive à la revue PO. Donc, c'est-à-dire, c'est la revue fonctionnelle. Là, le côté technique a été vu et validé. Et donc, déjà, la revue PO, c'est dire, OK, le côté fonctionnel fait bien ce qu'il est censé faire d'après les tests unitaires, etc. Mais le PO va vérifier que le ticket fait bien, enfin que ce qui a été développé fait bien ce qui a été pensé aussi à l'origine. C'est pour ça que c'est quand même important qu'il y ait un échange pendant le développement. C'est pour pas partir sur une idée fausse et se rendre compte après tout ça que finalement c'était pas ce qui était attendu. Donc là, on le vérifie quand même que c'était bien ce qui était attendu, que le comportement était ce qui était attendu.
C'est là aussi où c'est important que dans le ticket, le PO indique bien comment faire la recette, parce que ça indique finalement ce qui est attendu. Donc déjà, il va commencer par voir comment faire ce qui a été mis dans le ticket sur comment faire la recette, si ça passe bien, et que ça correspond bien à ce qui était dans l'idée première. Ensuite, on vérifie qu'il n'y ait pas de régression globale, parce que c'est bien beau d'apporter une nouvelle fonctionnalité, mais si on fait péter tout le reste, ou si on fait péter autre chose, si ça ne fait plus marcher ce qui marchait avant, c'est pas très utile. Donc il y a la vérification globale que France Connect continue à permettre d'authentifier les utilisateurs, permet bien l'échange de données, etc. C'est des tests de non-régression, en gros, mais mieux vaut les faire 2 fois qu'une. Hein. On a trop souvent vu des trucs arriver en prod, des fois et tout casser. Donc exactement. Et voilà. C'était une fois que la revue PO est faite, on est prêt pour partir en pré-production et aller dans le cycle de livraison. Alors donc ça, du coup, c'est la façon dont nous on fonctionne avec notre Git. Alors il y en a peut-être beaucoup ici qui codent sur master. Enfin j'espère que du coup vous avez déjà commencé à utiliser au moins une branche dev. C'est en général un bon début. Nous forcément, on n'est pas 4 sur le projet, on est 6, 7 devs je crois, je sais plus. Plus ceux qui interviennent également à côté. Je connais même pas mon équipe, c'est génial. Mais en tout cas, donc, qui dit plus de dev et plus de tickets aussi, dit aussi une autre organisation forcément. Alors cela dit, le schéma peut paraître compliqué comme ça, mais en vérité, c'est pas non plus monstrueux. Hein. Le but, donc, comme on a dit précédemment, c'est qu'on va découper donc, des tickets. Ces tickets, c'est des tâches qui sont faisables de façon unitaire, soit séquentiellement, soit parallèlement. Hein. Mais du moins, une tâche peut passer... tout le pipeline est arrivé en production, normalement, elle ne doit pas faire cracher de trucs, elle ne doit pas être incomplète. Donc, pour chaque feature qu'on a fait, chaque fonctionnalité, chaque ticket, on va créer une branche, donc 2 features. Donc là, c'est ma feature 1. Sur France Connect, en général, ça commence par FCP- et le numéro du ticket. Et donc, je vais faire ma branche, je vais coder dessus. Il y aura peut-être des gens, entre-temps, qui vont forker une branche. Ça va être forker le master. Je vais faire ma feature aussi de son côté, donc voilà, tout se fait parallèlement. Et au moment où je pense avoir fini, mon bout de code, je vais ouvrir une pull request et je vais dire ok, j'ai fini. Je demande du coup à ce que ça soit mergé sur la branche de staging. Donc ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que il va y avoir quelqu'un qui va faire une review dev, ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, qui va vérifier que tout est cohérent. Et si tout est cohérent, il va mettre son approval. Derrière, une fois qu'il a mis son approval, donc c'est émergé sur staging, et donc tout va bien. Mais il peut aussi se passer autre chose. C'est que on va le voir donc avec la deuxième feature. Normalement, là, on a du staging, donc ça en attente d'être déployé vers la pré-prod, puis vers la prod. On va avoir du coup un moment où le PO va dire oh là, moi je veux faire une mise en production. Hein. En général, on aimerait effectivement le faire toutes les semaines. On ne le fait pas exactement toutes les semaines, mais le but de l'agile, on essaye de faire le plus souvent possible. Donc il va dire, maintenant, moi je veux déployer, effectivement, et donc je veux déployer bien sûr que des trucs stables. Donc il va créer une branche release, qui va porter un numéro de release, donc V1.40. quelque chose par exemple, et il va faire la review des tickets qui sont là-dedans. Et donc il se peut que le jour où il a fait sa review, le merge, il a été fait sur staging par un dev qui n'a pas vu qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas forcément. Et donc du coup, lors de sa review, il va dire ça ne fonctionne pas. Donc quand ça ne fonctionne pas, ce qui se passe, c'est que il va aller voir déjà le gars qui a fait la review, il va lui dire tiens, tu l'avais pas vu ça. Donc selon la gravité, il va lui tirer les oreilles ou pas. Et donc ensuite, il va falloir prévenir donc, le dev responsable de la feature qui, lui, va devoir faire la correction, parce que quand on a cassé quelque chose, on le répare soi-même. Et donc, on va repasser, du coup, par une autre review, parce que on a pu casser d'autres choses entre-temps, on ne sait jamais. Et donc, on va merger à nouveau, mais cette fois sur la branche release, parce qu'on a besoin de sortir quand même ça. Et donc, cette branche release, il peut très bien y avoir des features qui passent sur staging en attendant. Elle vit sa vie tant que tout n'est pas corrigé dessus, correctement. Au passage, est-ce qu'il y en a qui connaissent un petit peu ce que c'est que les squash sur GitHub, sur GitLab ? Pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, quand vous allez faire donc, des commits sur vos features, le jour où vous mergez, vous aimez bien avoir un commit unique qui récapitule tout ce qui s'est passé, histoire d'avoir un arbre propre.
Et donc du coup, ça permet d'avoir une branche de staging où vous êtes capable avec chaque commit de dire ah bah tiens, ça c'était ça, ça c'était ça, ça c'était ça, sans avoir à avoir 15 000 commits à retrouver un par un pour savoir ce qui s'est passé sur la feature. Même si on essaye de commenter nos features en les préfixant par le numéro du ticket, histoire de les retrouver. Donc une fois que tout ça c'est stable, bah, le PO va faire ok c'est cool, il va dire bah hop, on merge sur master, c'est bon, on va lancer la version. Et donc là, on va passer du coup par le pipeline de pré-prod, puis de production, sachant que la pré-prod, c'est la production, mais juste les gens n'y ont pas accès. Donc on peut la casser, c'est pas trop grave, ça nous permet de voir s'il y a des régressions aussi. C'est un environnement qui est ISO production du coup. Et immédiatement, on va venir ramener, donc via un rebase, donc c'est pas exactement un merge, ça va juste rejouer les commits par-dessus, ce qu'il y avait. On va venir ramener du coup la branche master, parce qu'elle a peut-être emporté des trucs, des correctifs entre-temps ici. On va bien la ramener donc sur staging. Et donc, on continue notre vie comme ça. Il y a quand même une petite chose à savoir en plus, c'est que si vous avez une feature qui est particulièrement longue, qui est réticente, parce que le dev met 3 ans, a fait plein d'erreurs, ou alors il y a vraiment trop de trucs à review, ce qui normalement n'arrive pas si vous avez bien fait vos tickets, mais bon, ça arrive toujours. Vous allez des fois vouloir mettre à jour votre branche, histoire de ne pas vous taper 15 000 conflits, surtout si vous faites des rebases. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des conflits au rebase, pareil? Non? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Donc ceux qui ont vu ça savent de quoi je parle. Rebase triparty, c'est toujours génial. Du coup, donc, vous allez régulièrement quand même venir ramener master, qui est censé être une branche quand même stable, vu que tout est passé avant, sur votre branche. Comme ça, si jamais il y a eu même plusieurs releases, vous êtes en mode agile, vous continuez. Alors ça, ce que je vous ai présenté là, du coup, c'est un pipeline qu'on a un petit peu modifié maintenant. Puisque en gros, la seule différence qu'il va vraiment y avoir, c'est que on va plus merger directement. C'est pour ça que je parlais d'approval une fois que la review dev est faite. On va dire ok, le dev a approuvé. On va attendre que le PO approuve aussi la fonctionnalité en version unitaire. Et une fois que c'est fait seulement, on va le merger sur staging. Comme ça, staging elle est stable, elle aussi. Et seulement après, du coup, quand le PO décide, il dit je tire une release, sauf qu'il tire une release du coup d'un truc déjà stable et vous évitez ce petit aller-retour supplémentaire. Ce qui fait que même si un ticket bloque, il sera bloqué sur sa branche feature, puisque c'est là où le PO va regarder ce qui se passe, et il sera plus bloqué du coup sur la release, et donc il ne retiendra pas tous les tickets qui sont derrière. Sinon, vous avez une petite perte d'agilité, plus ou moins grande selon le nombre de tickets que vous passez à chaque mise en production. Donc voilà, ça après c'est un petit peu comme tout ce qui est Gitflow et autres, mais nous c'est pour l'instant le système qui nous convient un peu le mieux, qui a pas mal évolué, et donc qui a donné au final un petit peu ça. Alors donc voilà, hop, là on arrive à la partie du coup où vous avez été un petit peu spoilé, mais bon normalement il y a encore pas mal de trucs à dire. J'aurai pas le temps d'ailleurs de tout dire, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions après, pareil aussi à me les poser. Déjà, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont rapidement des questions, parce qu'après vous aurez le temps aussi d'en poser, mais sur la partie précédente. Bon, soit j'ai été clair, soit personne n'a suivi. Je vais dire pour mon ego personnel que j'ai été clair. Donc du coup, la sécurité sur France Connect, ça consiste en quoi? Alors, un des premiers trucs qui vient à l'esprit en général quand on parle de France Connect, du coup, après les explications que vous avez eues, c'est dire mes données personnelles, c'est bien gentil, mais comment vous les protégez? Parce que vous gérez quand même l'identité, donc pour l'instant de 8 millions de personnes, on est 65 millions en France. Tant qu'à faire, si on peut avoir tout le monde, on le fera. Donc, comment on fait en cas d'usurpation, de vol d'identité? Moi, ça m'inquiète quand même tout ça. Les Illuminati, les francs-maçons, comment ils récupèrent mon identité, qui l'utilise, comment? Je vais me mettre là, du coup, ce sera peut-être plus pratique. Tout fonctionne. Alors, certes, donc du coup aussi, effectivement, donc qui protège mes données comment? Qui va certifier l'origine, la destination et l'intégration des données qui transitent? Parce que c'est bien beau, hein, on a eu les questions effectivement tout à l'heure aussi, c'est de dire mon identité, moi, le problème c'est que j'ai changé récemment de nom parce que je sais pas, je me suis marié, n'importe quoi. Comment on va savoir du coup ce qui se passe? Comment on va savoir que c'est bien les impôts qui envoient mon nom et mon prénom et pas quelqu'un d'autre qui se serait fait passer pour les impôts? Comment on va savoir que c'est bien service public qui reçoit mes données? Et aussi, surtout, comment on va savoir que c'est bien moi qui fais la démarche et pas quelqu'un d'autre à ma place? Donc tout ça, ça va être géré effectivement par un certain nombre de trucs. Donc
On veut aussi garantir la haute disponibilité du service. Parce que, effectivement, si vous faites vos impôts à 23h59, je suis sûr qu'il y en a qui font leur rendu ici de projet aussi à 23h42 ou 23h41 et 59 secondes. D'ailleurs, je ne sais pas si les records sont toujours marqués avec les screenshots sur l'infra, mais il y en a qui ont réussi à le faire même quelques minutes après, je crois. Mais en tout cas, vous faites de la haute disponibilité, du coup, et vous aimeriez bien que vous puissiez faire n'importe quelle démarche, n'importe quand. Même si vous êtes effectivement insomniaque à 4h du matin, ou que vous venez finir de coder, que vous avez envie de payer vos impôts. Ça peut être un choix. Vous voulez garantir aussi du coup la pérennité du service, donc le fait de dire c'est bien gentil, mais France Connect, si jamais il y a un crash, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça peut arriver à tout le monde, un crash, donc qu'est-ce qu'on fait? Et bien sûr aussi la sensibilité sur France Connect, et ça c'est plus effectivement quelque chose qui s'adresse au tech, à l'équipe, mais qui peut s'adresser aussi à n'importe qui, parce que l'État normalement est quand même censé être un minimum avant-gardiste et donc montrer l'exemple. Ça va être de sensibiliser aux bonnes pratiques et aux risques encourus sur des applications comme ça. Vous avez un nouveau dev qui arrive, il va falloir lui expliquer que non, c'est pas bien de commit sur master directement, sans review, sans rien, parce que il risque de casser quelque chose. La petite anecdote qui nous est arrivée, vous avez là donc deux seniors en dev, donc Gilles et moi, et il y a une fois effectivement donc, où il a review une de mes features où je modifiais juste un console.log, et manque de peau, dans ce console.log, j'ai eu le malheur de corriger une faute d'orthographe sur une variable, de rajouter un S. Et la chaîne de confiance faisant son truc, c'est passé nickel, et dès que la mise en prod est passée, plus de France Connect. Bon, on en a récupéré quand même assez vite. Mais, comme quoi, on a eu un petit peu trop confiance, et du coup on s'est laissé avoir. Donc protéger les données personnelles des usagers, donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle aussi? Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Du coup, donc, selon la CNIL, je vous mets à chaque fois, moi, les sources en bas si vous voulez, et comme vous aurez normalement effectivement accès à la présentation, vous pourrez aussi revoir derrière un peu plus en détail, parce que j'aurai pas le temps, encore une fois, de détailler tout. Donc, c'est toute information relative à une personne physique susceptible d'être identifiée directement ou indirectement. Donc, ça peut être un nom, une photo, une empreinte, une adresse postale, une adresse mail, un numéro de téléphone. Je ne vais pas toutes les faire, mais en gros, vous en avez une bonne liste déjà. Et aussi, attention, là c'est des informations très personnelles qu'on a citées, mais s'il est possible, à partir de plusieurs informations, de vous retrouver, donc on va par exemple avoir et votre âge, et votre sexe, votre ville, vos diplômes, on va pouvoir déterminer un minimum quand même que c'est vous. Donc ça aussi, c'est considéré comme des données à caractère personnel, à partir du moment où elles sont stockées au même endroit, et où du coup on peut les retrouver. Donc tout moyen d'identifier une personne est considéré comme une donnée personnelle. Pour ça, du coup, en général, ceux qui viennent nous taper sur les doigts en France, ça va être la CNIL. Au niveau de l'Europe, la directive, ça s'appelle le RGPD. C'est le... ça y est, je l'ai perdu. Le registre général pour la protection des données. Règlement général pour la protection des données, c'est ça. Et donc, nous, c'est la CNIL qui va venir nous taper dessus en nous disant, attention, est-ce que vous avez bien fait votre boulot? Est-ce que vous avez protégé les données des gens? Qu'est-ce que vous utilisez? Comment? Enfin, ils vont venir nous regarder. Alors, moins maintenant, parce qu'on va le voir du coup avec le RGPD. Mais en tout cas, que vous soyez une entreprise, une administration, vous subissez exactement de la même façon le courroux de la CNIL si jamais vous faites des bêtises. Je l'avais mis juste après. C'est très fin. C'est ça, de finir ces slides un petit peu avant d'arriver. Du coup, donc, c'est une directive européenne effectivement visant à renforcer et à unifier la protection des données pour les individus au sein de l'Union européenne, donc le RGPD. Ça vise à sensibiliser, à responsabiliser les entreprises, associations et administrations, c'est-à-dire qu'avant, ce qu'on faisait, c'est que vous deviez fournir un gros papier avec une déclaration en disant ok, c'est bon, je traite telle donnée de telle façon, tel machin, et la CNIL vous disait ok, c'est cool, ça marche. Maintenant, du coup, ils ont absolument plus envie de se taper ça à relire, donc du coup, ils vont juste vous dire ok, vous allez avoir un certain nombre de règles, donc si vous voulez aller regarder, c'est ici. Vous préparez votre dossier, vous le mettez bien au chaud, et à la moindre demande, si quelqu'un vous le demande, et si nous aussi on vient vous le demander, vous nous le sortez, et il a intérêt à être bon, sinon on vous tombe dessus. L'avantage de France Connect, dont vous avez été spoilé tout à l'heure, comme c'est dit sur le site directement officiel, c'est que c'est un service sécurisé qui ne stocke pas vos données personnelles. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre du coup, parce que on fait quand même transiter pas mal d'identités, mais c'est bien là où il y a le mot. C'est bien transiter les identités. On vous a présenté donc tout à l'heure ce joli petit schéma effectivement. Donc voilà, donc ça c'était partie un petit peu cachée. Donc
Vous avez un fournisseur de service qui demande à France Connect de lui renvoyer l'identité pivot, l'usager sélectionne son FI, ensuite il choisit son compte, il se connecte, le FI renvoie l'identité pivot à France Connect demande le consentement de l'utilisateur quand même, faut pas déconner. Il vérifie aussi au passage que la personne n'est pas décédée et que du coup elle est bien inscrite, que c'est pas une fausse identité. Et ensuite elle retourne l'identité pivot à l'aide d'un identifiant unique OFS et l'usager est connecté au service informé par mail. Donc en gros, c'est un petit peu tout ce qui est là. Et comment du coup France Connect va certifier que c'est bien vous et ne pas stocker vos données? Et ben ça va se voir un petit peu ici, sur la côté de l'identifiant unique. Parce que bon, un identifiant unique, c'est quelque chose d'assez sensible en France. Mais vous allez voir que c'est pas non plus un identifiant qui est totalement unique. C'est-à-dire que nous, on sait où ça va. C'est la seule chose qu'on stocke et c'est pas une donnée personnelle. Puisqu'on va voir du coup à quoi ça correspond à peu près. Mais donc d'abord pour ça effectivement on va voir que France Connect aussi il utilise un protocole qui est basé sur OAuth 2 et qui est fait en JSON aussi, qui est le protocole OpenID Connect, donc sur couche à OAuth 2 qui est un protocole d'identification des personnes. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un petit peu ou pas? Alors OAuth 2 je pense qu'il y en a qui connaissent. OpenID Connect, je vous mets le lien vers les explications, c'est pareil. Pour vous donner une petite idée de ce que c'est, ça permet déjà d'une part de schématiser la façon dont on va transférer les données, donc d'y mettre un certain nombre de règles. On va dire vous allez avoir un champ family name, vous allez avoir un champ machin, ce qui permet quand même aux API de se comprendre et de se parler correctement. Ça permet donc d'authentifier ces utilisateurs pour les développeurs d'applications sans avoir la responsabilité de gérer des mots de passe et de les enregistrer du coup dans un Internet où malheureusement on essaye de plus en plus de profiter des données des gens. Et ça permet du coup aussi le chiffrement, le consentement, la signature, l'agrégation des données qui transitent et leur traçabilité, ce qui est quand même assez important parce qu'on aime bien savoir ce qu'on fait. Donc je reviens rapidement sur ce schéma pour vous donner une idée de ce qui se passe au niveau d'OpenID Connect. Nous, on a 2 cinématiques sur OpenID Connect et c'est ce qui nous permet justement de ne pas avoir à gérer les données personnelles pendant un temps trop long. C'est-à-dire qu'en vérité, celui qui a vos données personnelles, c'est le fournisseur d'identité. Lui, le fournisseur d'identité, il a blindé son truc. Effectivement, comme on a vu avec Orange, un système bancaire derrière, donc tout est validé, tout est verrouillé. Et ce fournisseur d'identité, il a un contrat avec France Connect où il va s'assurer par certificat que on dialogue bien entre 2 personnes qui se connaissent et seulement donc de la façon qui a été décidée, à savoir OpenID Connect. Donc du coup, on vous a bien dit effectivement quand vous avez un fournisseur de service, donc service public, avec un utilisateur qui dit j'ai besoin de l'identité, France Connect, lui, pour eux, c'est une boîte noire qui va anonymiser tout ce qui est de ce côté-là. Donc vous allez demander effectivement à France Connect l'identité à travers du fournisseur de service. Vous allez consentir à la donner aussi, sinon effectivement c'est que vous n'avez pas envie de faire votre démarche ou de payer vos impôts, ça peut arriver. Mais sur la partie donc ici, le fournisseur de service ne verra que la seule chose que vous êtes passé par France Connect. Il ne verra pas, du coup, ici, quel fournisseur d'identité vous avez utilisé. Et inversement vrai, le fournisseur d'identité, lui, il sait que France Connect lui a donné, lui a demandé l'identité de quelqu'un. Cela dit, il ne sait absolument pas pourquoi. Et donc, du coup, vos impôts ne savent absolument pas que vous allez vous connecter sur service public et sur d'autres sites quand vous irez dans le privé. Et donc l'INSEE, bien entendu, qui en parallèle, ne voit que France Connect. Et France Connect, du coup, grâce à ça, déjà, il n'a pas besoin de connaître l'identité à l'avance, puisqu'il va la demander au FI. C'est là où vous allez vous connecter. Et il n'a pas besoin de la garder non plus très longtemps, parce qu'il va immédiatement la transmettre. Et la seule chose qui fait qu'il y a une rétention peut-être au niveau de votre identité, c'est de dire, quand je clique, si je clique pas tout de suite sur continuer pour confirmer ma demande, effectivement, vous avez quand même une session. C'est aussi ce qui vous permet derrière de vous connecter directement sur d'autres sites sans avoir à ressaisir à chaque fois vos identifiants. C'est une session de 20 minutes renouvelable si vous faites des actions pour l'instant. Et du coup, France Connect, derrière, lui, il a que les données en mémoire, il ne les stocke jamais sur un disque dur, il les chiffre, bien entendu. Et vous n'aurez pas à... Si vous piratez France Connect, c'est bien beau, vous pourrez éventuellement essayer de dialoguer avec le FI, essayer de dialoguer avec le fournisseur de service, mais vous n'aurez pas les identités à proprement parler. Et donc, sur le fournisseur de service aussi, ce qui se passe, c'est que j'ai parlé tout à l'heure d'un identifiant unique. Ouais. Juste une question. Sur le slide d'avant, que je viens de changer du coup. Du coup, tu dis que
on ne sait pas de quel fournisseur d'identité vient le... Je suis sûr Alors ça, je du comprends coup, il n'y pas a les que noms. toi qui le sais. Ça, en fait. Mais du coup, il faut quand même qu'ils sachent... je suppose qu'il y a une différence entre si on a validé mon identité par le téléphone, enfin le Mobile Connect. Là, Alors c'est là où si nous, en c'est fait... par les, enfin, que vous devez quand même envoyer quelque chose qui donne... Je suppose que c'est pas le même niveau de... Alors, pour répondre, en fait, il y a une équité de traitement, c'est-à-dire quel que soit le fournisseur d'identité utilisé, après, comme il y a une vérification, tout est reformaté, on va dire, et il y a une équité de traitement, ce qui fait que le fournisseur de service, c'est pas parce que pour déclarer vos impôts, vous ne serez pas mieux traité parce que vous êtes connecté par les impôts. C'est exactement la même équité de traitement, quel que soit le fournisseur d'identité. À la fin, ils ont la même valeur. Et aussi, effectivement, alors si la question concerne aussi peut-être un petit peu la façon dont l'identité est formatée en elle-même, c'est-à-dire que si, par exemple, sur Amélie, j'ai un accent et sur, je sais pas moi, les impôts, j'ai pas cet accent, on a toujours la partie INSEE derrière qui va corriger effectivement les petites fautes qu'il peut y avoir, en bien ou en mal, peu importe, mais du coup, le seul retour que verra le fournisseur de service, c'est une identité qui a été un minimum reformatée correctement en mettant du coup certains trucs en majuscules, en remettant des accents, enfin voilà. Oui. Par contre, tu as bien plusieurs niveaux d'identité, mais c'est le règlement européen qui fixe ces conditions. Et là, tous ceux qu'on vous a présentés, même Mobile Connect qui se fait avec le téléphone, il est au même niveau que le compte des impôts. On a encore donc là, tous ceux qui existent aujourd'hui sont au niveau faible. Il y en a bientôt qui vont arriver au niveau substantiel. Ce sera des nouveaux fournisseurs d'identité qui seront encore plus évolués, qui vont demander, pareil, une saisie de PIN, mais qui vont avoir un processus d'enrôlement bien plus qualifié que ne l'est aujourd'hui Mobile Connect et moi, qui est lui aussi en train de faire des travaux pour atteindre ce niveau-là. Donc il y aura bien différents niveaux d'identité, et ça, on va bien transmettre, on va dire, cette identité, elle arrive vers le fournisseur de service avec un niveau, mais aujourd'hui, on n'a que du faible. Voilà. Bonsoir. Il y a juste une partie qui manque, je crois. Oui, il faut que tu le mettes plus proche, voilà. en fait. Donc, du coup, je pense qu'il y a juste une partie qui manque. C'est la partie enrôlement et de voir comment interagit. Tout à l'heure, on a vu comment avait été gérée la fédération de l'identité. Et ce qu'on aimerait voir, c'est comment toutes ces données sont collectées, en fait. Alors, donc, par rapport au fournisseur d'identité. Ça, au niveau du fournisseur d'identité, comme on vous a dit, effectivement, ça va dépendre un petit peu du fournisseur d'identité. Alors, je vais vous donner un petit peu quand même quelques idées. On va parler du coup un petit peu des DAS, qui est effectivement la réglementation européenne sur Electronic Identification, je ne sais plus quoi. Bon, c'est la signature électronique. Voilà. Voilà, c'est ça. En fait, en général, ce qui se passe quand vous créez un compte sur un site internet, peu importe lequel, on va vous demander une adresse email, on va vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors l'adresse email, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Pour les plus vieux, effectivement, avant on demandait juste identifier un mot de passe. Mais l'adresse email, elle va servir à faire une première vérification. C'est que déjà, c'est pas un robot qui est en train d'inscrire à tour de bras des choses, c'est quelqu'un. Et au moins, en tout cas, c'est quelqu'un qui a un mail. On ne sait pas encore vraiment si c'est quelqu'un. À ça, on peut ajouter du CAPTCHA, histoire de vérifier que c'est pas un robot, effectivement, qui inscrit les gens. Ça, quand vous allez après saisir vos informations quand vous vous êtes inscrit, donc nom, prénom, sur un forum, n'importe quoi, c'est du déclaratif. Donc vous avez dit « je suis monsieur untel », mais vous auriez très bien pu vous appeler, je sais pas moi, Georges Gavin, alors qu'en vérité vous appeliez Stéphane Herman. Personne ne le saura. Du coup, ça, nous, quand c'est du déclaratif, on appelle ça du niveau faible. Et aussi, la directive européenne appelle ça du niveau faible. Et à ce moment-là, vous allez avoir le droit de faire un certain nombre de démarches. Donc c'est pas encore effectivement complètement mis en place, c'est en train de se mettre, mais vous allez avoir le droit, par exemple, de vous connecter sur service public pour vérifier un certain nombre de choses, mettre vos favoris, vos machins. Mais bien sûr, vous n'avez pas le droit de voter avec une identité comme ça. Il va y avoir ensuite un niveau substantiel. Et ce niveau substantiel, ça va être de dire, bah, ok, j'ai ce que m'a déclaré la personne, je vais demander en plus une pièce d'identité pour vérifier. Mais alors, une pièce d'identité, quand c'est scanné, ça peut être falsifiable. Donc vous allez même peut-être en demander plusieurs, mais en tout cas, ça va être du niveau substantiel. Donc vous allez prouver quelque part, à minima, que vous êtes bien la personne à laquelle vous prétendez être. Et donc le dernier niveau d'identité, ça va être une identité forte. Et là, effectivement, c'est un peu comme sur Mobile Connect. On va vérifier effectivement que c'est bien une personne qui se tient sur le truc. On va vous demander bien sûr quand même votre carte d'identité, voire en plus un passeport peut-être ou quelque chose.
Et on va vérifier que toutes les données qu'on a correspondent, voire s'il le faut vous rencontrer directement en personne, histoire de s'assurer que c'est bien la personne qui est demandeuse de la démarche qui a créé le compte. Et donc pour éviter effectivement tout ce qui est usurpation d'identité. Ça arrive quand même qu'il y ait des usurpations d'identité. Le but de ces niveaux EDAS, c'est de dire niveau faible, on essaye tant que faire se peut de ne pas avoir d'usurpation d'identité. Donc on a un identifiant en mot de passe. Niveau substantiel, on essaye de réduire substantiellement le risque d'avoir une usurpation d'identité en ajoutant des vérifications supplémentaires. Et le niveau élevé, on ne veut plus du tout d'usurpation d'identité. Et donc on va faire toutes les vérifications nécessaires, quitte à vous rencontrer directement, pour vraiment limiter ce risque, le réduire à nul et si possible, le limiter uniquement à une erreur que vous auriez fait en donnant vos identifiants à quelqu'un. Parce que ça, évidemment, on ne pourra pas le maîtriser derrière non plus. Mais on va tout faire pour même que vous, ce soit votre portable qui valide, ce soit tel truc, et que vous n'ayez aucun autre moyen d'y accéder, même en laissant votre téléphone traîner. Il faut que vous saisissiez un code supplémentaire, de la double authentification, des machins. Tout ça, c'est ce qui va permettre les processus d'enrôlement côté fournisseur d'identité. Et France Connect, lui, il va faire office de certification tripartie, puisque du coup, lui, on sait qu'il a un contrat avec l'INSEE, c'est public, on sait qu'il a un contrat avec le fournisseur de services, et on sait qu'il a un contrat avec le fournisseur d'identité. Et France Connect s'engage, lui, à certifier que ce qui passe bien là, c'est toujours une identité qui a été vérifiée avec un certain niveau, du coup, et qui a été transmis à un fournisseur de services. D'accord. Voilà. Oui, rapidement, du coup. Allons-y. Quand vous dites CAPTCHA, vous ne faites pas appel à des services américains Alors ça, c'est la bonne question. Effectivement, quand on dit CAPTCHA, actuellement, les CAPTCHA, nous, on les utilise uniquement pour nos services en interne. Et donc, du coup, on ne les utilise pas, bien sûr, pour tout ce qui est identité de personnes. Vous n'aurez jamais à saisir un CAPTCHA, ce truc. Après, si on devait les utiliser, déjà, on essaierait effectivement d'utiliser quelque chose de français, parce qu'on a, je pense que ça doit exister, de toute façon, au niveau de l'État, il y a de l'open source, et puis il y a des solutions peut-être open source, même développées par l'État, je ne sais pas là-dessus. Parce que même reCAPTCHA se fait, on va dire, pirater, donc c'est une question difficile. Après, une question, vu qu'on est dans la sécurité, effectivement, la bonne question, c'est de dire tout est piratable, en vérité. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez toujours pouvoir bypasser quelque chose, si vous y mettez les moyens, ça finira par se faire. Et le pire, c'est qu'en gros, c'est pas le pirate derrière son écran qui passe son temps à bidouiller du code, c'est des gens qui sont en général très fins psychologiquement et qui vont vous amener à faire une erreur humaine derrière. Et donc en se faisant passer pour quelqu'un et autre. Et donc il y a vraiment une phase de recherche chez les pirates. Donc vous allez toujours mettre le truc. Et ce qui derrière permet d'empêcher ça, justement, c'est un certain nombre de règles déjà aussi que je vais un petit peu exposer dans le pipeline. Oui. Pour découvrir les failles, est-ce que vous faites appel à des red teams ou des... Pour découvrir les failles de sécurité. Alors, pour découvrir les failles de sécurité, ou des pour challenges, par exemple. On se base sur plusieurs choses. Donc, on se base déjà sur l'équipe et sur les reviews, histoire de faire un petit peu une synthèse de ça. Mais comme ça ne suffit pas, on essaye derrière aussi d'avoir des audits de code un petit peu réguliers quand même, histoire que si jamais on voit une faille, on puisse soit être prévenu par notre hébergeur, soit par quelqu'un d'extérieur complètement qui fasse l'audit. Donc, tant qu'à faire... Oui, pour l'instant, on est accompagné par l'ANSSI qui fait des audits réguliers, mais on essaye de pousser pour que le code soit mis en open source et pour pouvoir justement appeler plus largement à contribution l'ensemble des Français. C'est ça, j'allais y venir, c'est qu'effectivement, le but final aussi, c'est d'ouvrir le code source, parce qu'il y a de toute façon une directive française aussi qui dit d'ouvrir le code, et qui du coup, certes, peut-être met au jour des failles, mais au moins, on aura toujours, on espère, quelques devs qui viendront dire j'ai vu qu'il y avait une faille, là, s'il vous plaît, vous pouvez la corriger, parce que moi, j'ai pas envie que mon truc soit piraté. Donc voilà, ça c'est un petit peu tout ce qui est identification, certification. Dernière petite question avant d'enchaîner. Oui. Vous avez parlé des sessions de 20 minutes. Oui. Du coup, comment est-ce que France Connect il reconnaît que c'est toujours la même machine depuis laquelle s'est faite la première connexion? Alors, je vais pas rentrer trop dans le technique parce que ça peut aller assez loin. Mais est-ce que ça te dit quelque chose, le CSRF? Déjà. Comment expliquer ça simplement? Disons que c'est un petit token, en fait, qu'on va générer donc, côté serveur, qu'on va t'envoyer côté client. Et si tu nous le renvoies pas, ou que tu le renvoies altéré ou mal foutu, ça veut dire quelque part que c'est pas toi. Et donc on va refuser la requête, même si tu as essayé de spoofer quelque chose.
Donc ça, c'est une des sécurités déjà. Ça évite aussi de rejouer des requêtes n'importe comment. Je t'invite à lire dans le protocole OpenID Connect ce qu'on appelle le state et le nonce, qui permettent aussi d'éviter de rejouer certains trucs et de vérifier que c'est toujours la même personne qui dialogue, qu'elle s'est pas entre-temps mis en man in the middle. Enfin, il y a pas mal de petits trucs là-dessus. Donc vraiment, CSRF, state, nonce, et puis plein d'autres petites vérifications. C'est des gros sujets qui pourront faire l'objet de futurs meet-up, je pense. C'est ça. Là, on part dans des trucs qui sont sur vraiment des gros sujets dont on n'est même pas certain de pouvoir tout dire, puisque tant qu'à faire, autant peut-être pas tout révéler. En fait, surtout quand ça fait appel à l'infra, en fait. Mais derrière, voilà. Tout ce qui est CSRF et tout, effectivement, vous le verrez si le code est dès que le code sera open source. Du coup, donc, je vous parlais tout à l'heure d'une petite chose qui s'appelle l'identifiant unique. Alors pour nous, au niveau technique, l'identifiant unique, ça s'appelle un sub. Et du coup, une donnée d'OpenID Connect. Ça veut dire subject. Et du coup, c'est le gardien de ce qu'on appelle, nous, votre identité pivot. Donc l'identifiant technique pour France Connect, il est composé d'un hash de votre identité pivot. Donc c'est là où justement, tout à l'heure je parlais de données à caractère personnel, si on regroupe votre nom, votre prénom et toutes les infos, qui sont citées ici, donc prénom de naissance, nom de famille de naissance, date de naissance, genre de naissance, code géographique INSEE du lieu de naissance et code géographique INSEE du pays de naissance, code géographique du lieu sauf si vous êtes né à l'étranger puisqu'on ne les a pas les autres. Mais ça définit quand même une certaine donnée personnelle, quoi. Et même plusieurs données personnelles, puisque des choses peuvent vous identifier unitairement. Pour ne pas stocker, nous, quoi que ce soit là-dessus, on va faire bêtement un hash. Je ne vais pas vous dire non plus exactement comment. Mais on va faire en sorte, du coup, que la donnée soit illisible et anonymisée. Et donc, aussi, on a un autre problème, c'est que si un de nos fournisseurs de services se fait pirater, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que du coup je peux retracer le fait que là j'ai vu son hash, je sais qu'il est passé par là, et par agrégation j'arrive à trouver qui c'est? Non plus, parce que France Connect, lui, ce qu'il va faire, c'est que pour chaque fournisseur d'identité, vous aurez un identifiant unique. Donc quand vous revenez sur ce fournisseur d'identité, de toute façon lui il vous retrouve puisqu'on lui renverra toujours le même identifiant unique. Par contre, si jamais il y a une des bases qui tombe, si jamais il y a une deuxième base qui tombe, ils ne pourront pas comparer les subs parce qu'ils ne seront pas générés de la même façon. Enfin, ils seront générés avec le même principe, mais du coup, ça ne sera plus le même sub. Donc, on va faire un petit salage et venir passer là-dessus. Donc, c'est la solution, effectivement, la meilleure qu'on ait trouvée là-dessus. Et sur France Connect, nous, comme on garde le hash pendant juste un certain temps, donc je crois que c'est 3 ans au niveau de la CNIL, aussi pour vous permettre, si jamais vous avez eu derrière un problème et que vous vous êtes fait usurper vos identités, qu'on puisse quand même aussi fournir la trace dans les logs du fait que il y a bien une connexion à telle heure, et si vous derrière vous lui dites non, j'étais à Panama mais j'ai vu la connexion à Paris, que la justice puisse faire aussi son boulot et donc du coup rattraper les bêtises qui ont pu être faites par la personne qui vous a usurpé tout simplement. Le deuxième point du coup, donc, c'était garantir la haute disponibilité du service. Alors là on parle un peu plus techno effectivement aussi que juste framework. Nous on est sur du Node.js. Donc Node.js, pareil, là, qui connaît un petit peu derrière. Ok, il y en a quelques-uns qui connaissent. Pour ceux qui connaissent un peu moins, c'est donc un framework qui est basé donc, sur du code JavaScript, mais qui s'exécute côté serveur. Alors ça a plusieurs avantages. Déjà, le fait que vous pouvez coder en JavaScript de but en blanc, donc du serveur jusqu'au front, et vous avez besoin d'un seul dev qui sait faire ça. Donc même syntaxe, vos tests unitaires c'est pareil, si vous utilisez bien les bons outils, vous pouvez aussi les avoir en JavaScript, tout votre truc peut être en JavaScript, et si en plus vous utilisez du MongoDB, vous avez en plus une syntaxe quasiment JS dans la partie console derrière, et même dans la gestion des données, puisque c'est assez proche du JSON, Ils ont juste un petit format qui s'appelle le BSON qui rajoute quelques trucs, mais globalement ça se lit. Et le gros avantage de Node.js, c'est que ça a beau être sur un seul thread, donc sur une ligne d'exécution, on peut se dire que c'est pas parallélisable, mais les requêtes sont asynchrones. Et donc je vous ai fait un petit schéma. Un exemple tout bête, c'est que vous allez avoir un appel, effectivement une requête qui arrive, et cette requête a besoin d'un appel à la base. Ce que va faire du coup en C, en C++, votre programme, c'est qu'il va se mettre en pause, il va faire son appel à la base, et puis tant que l'appel à la base n'est pas terminé, il attend, il reçoit
derrière la réponse, et là, il peut commencer à continuer. C'est pour ça que des fois, vous avez des applications qui se mettent à friser. C'est parce qu'elles sont en train de faire quelque chose et que du coup, elles peuvent rien faire d'autre en attendant. Node.js, lui, ce qu'il va faire, c'est que il va dire je fais mon appel à la base. Vous allez lui fournir une fonction à appeler derrière qui s'appelle un callback. Voilà. Et qui derrière, du coup, sera rappelé une fois que le traitement sera terminé. Donc Node.js, lui, pendant ce temps-là, il fait ses autres tâches. Vous pouvez avoir d'autres requêtes qui arrivent. Et même si une requête particulière, du coup, prend du temps, tous les appels qui sont extérieurs n'iront pas bloquer. Donc j'ai mon MongoDB qui a craché, c'est pas grave, je peux avoir un timeout peut-être de 20 secondes, ça va gêner un usager, mais ça gênera jamais, en tout cas, plus d'un seul usager. Puisque pendant ce temps-là, Node.js, lui, il est libre de faire des autres trucs. Tant qu'il a pas reçu le signal j'ai terminé avec l'appel de la fonction, il continue. Vous pouvez aussi d'ailleurs noter au passage que ça se fait très bien en C, parce que vous pouvez faire effectivement du async et du timeout. Il y a une très jolie fonction qui s'appelle timeout, effectivement, qui vous met en pause le thread actuel jusqu'à temps que vous appeliez un callback, effectivement, donc une autre fonction. Ça peut donner des trucs très amusants, effectivement. Je vous invite à faire le projet Les Philosophes, si vous ne l'avez pas encore fait, parce que du coup, on vous parle un petit peu dessus des threads, s'il existe toujours aussi, mais on vous parle un petit peu des threads, du coup, dessus, et il y a une partie, effectivement, sur ce que c'est que la programmation asynchrone. Vous avez donc, dans tous les cas, le petit lien qui vous explique un peu plus ça en détail, donc comment ça fonctionne pour les plus curieux. Node.js, du coup, c'est aussi des workers parce que, certes, c'est du single thread, certes, c'est de la synchrone, mais ça a ses limites, même si c'est pas bloquant. Mais si jamais on a vraiment de la charge, on peut se déployer à l'horizontale derrière et puis dire, hop, j'ajoute des workers et je mets un reverse proxy. Alors ça sera Gilles qui vous en parlera un petit peu plus de comment tout ça fonctionne. Mais si j'ai un de mes nœuds qui tombe, c'est pas très grave. Que ce soit un data center, que ce soit un machin. Enfin, si j'ai plusieurs workers, je m'arrange. Et puis, les autres peuvent continuer à recevoir des requêtes le temps que soit celui qui a cassé redémarre tout seul, soit il lève l'alerte et que quelqu'un finisse par venir cliquer sur le petit bouton qui va le redémarrer. Ou corriger le bug si jamais c'est un peu plus grave. Et donc tout ça, ça se fait très bien aussi avec du Node.js puisque vous avez maintenant quelque chose de natif qui s'appelle Cluster et qui vous permet du coup de gérer ces petits workers directement dans Node.js sans même passer par un Nginx ou autre chose. Donc c'est très pratique. Il y a aussi donc du coup garantir bien sûr la pérennité du service. Et ça effectivement, ça sera Gilles qui vous en parlera un petit peu plus en détail. Vous avez le PCA, donc le plan de continuité d'activité, et le PRA, donc plan de reprise d'activité. Alors le premier, donc, vu que vous aurez la partie un peu plus technique pour vous expliquer, le premier, donc PCA, ça va être comment vous allez expliquer le fait que, comment vous allez faire en fait, et qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour que du jour au lendemain, il n'y ait pas tout qui s'arrête. Donc ça va être effectivement écrire vos docs, comme ça si vous changez d'équipe, quelqu'un derrière pour reprendre le truc et y comprendre quelque chose. Ça va être aussi du coup faire en sorte que on évite de tout casser. Donc la review dev, la review PO, toutes les frames que vous avez pu voir avant sont contenus un petit peu quelque part dans ce PCA pour s'assurer que le service puisse continuer d'exister. Et le PRA, c'est même dans le cas où vous auriez quelque chose qui se serait passé de grave, genre imaginez, vous avez 2 data centers, il y en a un qui pète, et l'autre, vous prenez effectivement, l'autre prend le relais automatiquement ou pas, mais derrière vous êtes capable de reconstruire votre architecture, vos informations, et c'est pour ça que c'est important que le sub soit un hash de votre identité pivot, et même de notre identité pivot, je dirais, parce que j'en ai un aussi forcément. C'est très important parce que du coup, derrière, si jamais on perdait toute la base France Connect, déjà, vu qu'on stocke aucune donnée personnelle, ça serait pas si grave que ça. Et en plus de ça, on serait capable de régénérer vos subs, et donc nos subs, effectivement. Et les fournisseurs de services, eux, ils continueraient à vivre, puisque vu que c'est généré informatiquement à partir de votre identité, à moins que votre identité change, effectivement, là, vous aurez toujours le même identifiant qu'on pourra générer à l'infini à partir juste d'un simple algo. Enfin, du coup, donc, la dernière partie qui est effectivement dirigée de base, en tout cas sur le projet France Connect, principalement côté tech, et pas que côté tech d'ailleurs, en vérité, c'est une bêtise de dire ça, mais qui est pour tous ceux qui interviennent sur l'équipe, c'est donc de sensibiliser aux bonnes pratiques et aux risques donc, de ce qui peut se passer quand on crée un projet. J'ai parlé de contraintes de sécurité jusqu'ici.
ce que j'aimerais, c'est vous montrer aussi un petit peu que finalement, les contraintes de sécurité, si on est capable de les prendre suffisamment tôt et qu'on les intègre dans son processus, qu'on intègre dans son processus un certain nombre de vérifications, plutôt que de tout avoir à faire à la fin parce qu'on s'est aperçu qu'on n'a pas bien géré, finalement, le mot contrainte, il est peut-être un petit peu fort parce qu'une contrainte, c'est quand même une obligation, c'est quelque chose de forcé. Alors que normalement, finalement, quand on veut protéger ce qu'on fait et surtout quand on traite des données, c'est quand même très important derrière d'avoir dans son processus déjà prévu le cas où elle puisse fuiter. Et pour ça, je vais vous recommander un très bon bouquin que je dois avoir normalement ici, sauf si on me l'a piqué. Qui m'a piqué le bouquin? Voilà, merci. C'est donc un bouquin qui est assez récent en plus, qui a été coécrit par la DINSIC, Direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information de l'État, et l'ANSSI, donc l'Agence nationale pour la sécurisation des systèmes d'information. Donc c'est quand même deux gros bonnets, et qui ont fait un petit guide qui s'appelle Agilité et sécurité numérique, méthodes et outils à l'usage des équipes de projet. Et donc si vous faites un projet agile, comme derrière, vous allez vouloir très vite mettre en production généralement et faire évoluer petit à petit vos specs, vous ne pouvez pas juste dire je prévois tous les cas de risque que j'ai. C'est pas possible. Et ce petit guide, il va vous indiquer, alors il fait une 60aine de pages, il est vraiment tout petit et très pédagogique, comment faire pour créer ces méthodes de sécurité, comment les suivre petit à petit au fur et à mesure que votre projet avance. Et donc pour ça, je vous ai mis un petit QR code aussi qui amène tout simplement vers la version PDF de ce bouquin, parce que là, j'en ai qu'un seul exemplaire malheureusement. Et franchement, moi quand je l'ai lu, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, vu qu'il date d'octobre 2018, et vraiment un petit truc à mettre entre tous les mains de ceux qui ont un projet, quelque chose, ou même derrière, si un jour vous êtes dans une entreprise, qu'on vous demande d'écrire un projet, montrez à votre client, à votre patron, tiens, au fait, ça serait bien de penser à la sécurité, et puis c'est pas si bête que ça, d'y penser directement avant que vous ayez un problème et qu'on vienne vous taper sur les doigts pour vous dire que vous avez mal fait quelque chose. Voilà, et donc du coup, c'est là où je vais passer la parole. Oui, rapidement, quelques questions encore? Ouais. Alors donc la première version du provider OpenID Connect, puisque du coup nous on est à la fois service provider et identity provider, puisqu'on est service provider pour le FI, mais identity provider pour le FS. C'est là où il faut faire la petite gymnastique. Ce qu'on fait en fait, c'est que la partie où on va fournir l'identité au fournisseur de service, elle a été actuellement créée de toutes pièces, et on est en train de la passer sur une librairie open source qui s'appelle OpenID Connect Provider, qui est développée par un dev qui s'appelle Panva, qui est hyper réactif. Donc si vous avez même des questions sur le protocole OpenID Connect, il a une page GitHub, il répond dans les quelques heures en général. C'est assez impressionnant. Mais vous pouvez aller jeter un coup d'œil et ça vous donnera la partie Identity Provider. Pour la partie Auth Service Provider, comme il s'agit en fait juste de requêtes HTTP d'API classiques, on n'utilise actuellement pas de librairie, mais quand on va vouloir utiliser bientôt certaines spécificités d'OpenID Connect, on va sans doute passer sur la librairie développée par le même développeur, encore une fois Panva, qui lui a aussi fait une version OIDC Client qui va donc du coup bien avec son OIDC Provider et qui permet de se mettre à la place d'un fournisseur de services. Alors, il y a plusieurs raisons sur MongoDB. Alors, c'est pas uniquement pour la persistance. Disons qu'il y a un moment où ça a été et pour la persistance et pour les données de session. Maintenant, on essaie d'utiliser Redis pour la partie vraiment session. Et MongoDB, lui, ça a été mis en place parce que déjà, comme je l'ai dit, c'est une syntaxe qui est très proche du JavaScript. C'est une syntaxe orientée document. Nous, on a très peu besoin de faire du transactionnel vu qu'on n'a pas de mise à jour de données vraiment en base. Donc, on n'a pas besoin de faire des gros retours en arrière, des grosses jointures de données. Et c'est quelque chose, le document, du coup, qui est très lisible et donc qui permet aussi d'avancer, d'expliquer à quelqu'un beaucoup plus facilement comment le prendre en main. Je ne sais pas si vous avez fait le module SQL, mais dans tous les cas, en général, quand on le fait, on s'aperçoit vite qu'on ne connaît pas grand-chose. Là, MongoDB, il y a peut-être quelques subtilités, mais globalement, c'est du verbeux. Donc, vous allez aussi savoir directement ce que vous faites et travailler avec des objets avec lesquels vous avez l'habitude normalement de travailler. Okay. Et il y a aussi, bien sûr, la question du fait que MongoDB est quand même quelque chose pareil, d'assez agile, finalement, dans la façon de développer, dans la façon de créer ces trucs.
et donc qui permet aussi derrière c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, tout simplement d'avancer plus vite. Voilà. Mais ça, du coup, ça sera Gilles qui vous en parlera peut-être aussi un peu mieux. Une autre fois. Oui, mais en tout cas, voilà. Donc la partie du coup maintenant architecture et infrastructure, on va vous expliquer un peu plus PRA, PCA, alors, très rapidement. Parce que là, on m'annonce quand même qu'il y a les bières qui attendent et qui commencent à se réchauffer. Je pense, sauf si vous voulez voir la suite maintenant, il y a encore pas mal de trucs. C'est à mon avis mieux qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, qu'on aille prendre l'apéro, qu'on discute, on peut discuter ensemble. Et de toute façon, on reviendra une autre fois. On a pas mal d'autres sujets à discuter en meet-up. Donc toute la partie architecture, je pourrais la représenter en détail plus tard, à mon avis. Sauf si vous insistez pour voir ça maintenant, mais... Ça sera assez dur à résumer en 10 minutes parce que vous allez voir que là, il y a encore 25 slides derrière avec des animations un peu partout sur chaque slide. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça donne. Surtout en fin de soirée. Peut-être avec quelques bières, ça passerait mieux, mais... Ouais, surtout qu'il y en a qui ont commencé à partir parce que je pense qu'il est tard. Je pense que tout le monde commence à fatiguer un peu. Il est tard, on parle avec passion. Voilà. Rassurez-vous, de toute façon, on reviendra. Hein. Donc, on pourra présenter la partie architecture. On pourra rentrer plus dans le détail aussi sur la partie protocole OpenID Connect. On a plein d'autres sujets qu'on pourra présenter en meet-up une autre fois. Et puis, si jamais vous avez envie d'avoir un peu plus... Merci. Et du coup, si jamais vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations sur comment j'ai fait, parce que c'est vrai que je suis passé assez vite dessus, vu qu'on avait pas mal de choses à dire, mais sur comment j'ai vécu un petit peu 42, qu'est-ce qui s'est passé après 42 et entre France Connect et 42, parce que j'ai quand même fait des trucs, n'hésitez pas, hein, moi je suis dispo, avec une bière à la main, une part de pizza, il n'y a pas de problème. Voilà. Et oui, alors tu peux peut-être montrer effectivement ça pour ceux qui veulent. On vous a laissé quand même nos mails, si vous avez effectivement... raté. Si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez pas à prendre une petite photo du truc. Dans la mesure du possible, on essaiera d'y répondre. Voilà, histoire d'être un peu plus complet.